C'est la troisième présentation que je fais sur ce thème-là. Et donc, deux à Momentum. Je ne vais pas tout reprendre. Elles sont très d'actualité. Il y a le lien sur le site Momentum. Elles ont été un petit baratin. La première, donc c'était l'interrogation que je me faisais, c'est qu'est-ce qui va se passer? On a d'un côté, on a une simplification du monde, parce qu'avec moins d'énergie, décroissance, etc. Donc, et puis, on va quand même une complexification possible grâce à l'algorithme, hein. Donc, c'est le genre d'interrogation que j'ai eu il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a eu différents papiers, différents moments à ce moment-là, deux qui ont fait grâce à l'Institut Momentum. Donc, je parle les premiers sur le lien, beaucoup de liens entre la thermodynamique, les deux relations thermodynamiques informationnelles et physiques. D'une part, des raisonnements liés à une approche sur Joseph Stainter sur l'effondrement. Beaucoup de raisonnements un peu là-dessus. Ensuite, beaucoup des travaux sur l'évolution, la dynamique d'évolution des algorithmes numériques, hein, qui, de mon point de vue, est une très proche d'une évolution comme darwinienne, en fait, par sélection, transmission des caractères, hein. Donc, il y en a deux. Puis, quelques années plus tard, j'ai même mon employeur, il s'appelle Atos, une grosse société informatique, hein, et j'ai même fait donc un résumé en enlevant même toutes les scories thermodynamiques. Donc, c'était un white paper qui a été que j'ai écrit, mais qui a été reviewé par la communauté scientifique d'Atos. Bon, juste sur le cœur principal. Donc là, j'avais un discours qui était un peu plus policé, qui est un peu plus mature. Voilà. Bon, je ferai référence à ces travaux-là de temps en temps. Je pense qu'ils sont encore tout à fait d'actualité. Si vous êtes intéressé particulièrement sur la thermodynamique, sur Tainter, sur l'effondrement, je mets davantage de détails dans ces papiers-là. Alors, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on est sur des phénomènes exponentiels, hein. Tout le monde parle de l'IA. La croissance, les usages, c'est exponentiel. Toujours très intéressant, les exponentiels, le problème, j'aime bien cette phrase-là, c'est qu'on réagit soit trop tôt, soit trop tard. Et je trouve qu'elle est pas mal. Et effectivement, il y a une dizaine d'années, personne ne voyait trop que c'était exponentiel. Maintenant, tout le monde le voit, mais c'est peut-être un peu tard. En tout cas, j'aime bien cette présentation-là. Bon, aujourd'hui, je vais parler essentiellement de l'IA, donc pas des algorithmes de manière générale, et plus particulièrement du facteur qui vraiment rend cette accélération possible, qui est cette capacité des machines à apprendre, l'apprentissage automatique, le machine learning. Donc, je me focalise que là. On va parler un peu d'algorithme, hein, mais on va quand même se focaliser là-dessus, sinon on va y passer la journée. Voilà. Donc, le plan, je vais passer pas mal de temps à essayer de vous expliquer aussi simplement que je peux, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par une machine? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension voilà, au niveau des citoyens, au niveau des journalistes, même des journalistes spécialisés, il y a beaucoup de bêtises, en tout cas des erreurs, des incompréhensions qui sont dues au fait que les gens ne comprennent pas comment marche la GPT, comment une machine peut apprendre. On ne sait pas. Voilà. Donc là, on va passer quand même, voilà, on va essayer à 30 minutes, c'est une bonne partie de la présentation. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi c'est exponentiel, hein, pourquoi ça va si vite. Ensuite, la question suivante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des limites? Si exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rétroactions positives, est-ce qu'il y a beaucoup de rétroactions négatives qui vont ralentir, arrêter, renverser la dynamique dans laquelle on est? Voilà. Et puis, nous finirons sur voilà, un peu de la prospective. Alors, c'est plus des choses qu'on trouve à droite à gauche, hein, des idées que j'ai collectées, que pourrait être la suite. Et puis, évidemment, on ouvrira sur la discussion. Voilà. Donc, mes travaux personnels, c'est plutôt sur la partie 2, hein, pourquoi c'est exponentiel, c'est ce qui m'intéresse depuis une dizaine d'années. La première partie, c'est plutôt mon aspect professionnel que j'essaie de vous expliquer. Voilà. Alors, le Big Bang de l'IA, c'est vite, on ne va pas faire beaucoup de temps. Qui parmi vous n'a jamais utilisé ChatGPT? Ah, quand même. J'ai jamais utilisé ChatGPT? Jamais? Waouh, bien. Non, non, c'est bien. Non, c'est bien. Moi, Oui, ChatGPT ou du moins ces IA génératives qui permettent de faire du résumé de texte. Bon, vous avez quand même entendu parler à quoi ça sert et ce que ça fait. Bon, quand même. Merci. Je croyais qu'il y en aurait un peu moins quand même, hein. Parce que j'ai plus ou moins pris l'implicite comme quoi tout le monde en faisait, mais comme quoi j'ai des biais moi aussi. pour moi, c'est volontaire. Bon.
Vous savez quand même que les voitures, il y a des voitures autonomes qui marchent, qui conduisent dans certaines rues, hein, qu'il y a des algorithmes de recommandation qui permettent que le fil Facebook, si vous êtes sur Facebook, c'est contrôlé par des algorithmes, par des IA. Ça, vous le savez. Bon, voilà, on va parler de ça. Donc, je ne vais pas parler des usages, on va au fur et à mesure, hein, on va en parler. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'une machine apprend? Alors, on va d'abord commencer par une définition, enfin une définition. On parle des technologies de l'information. On parle de l'information. Donc, la vraie question, une question importante, c'est qu'est-ce que c'est que l'information? Donc, qu'est-ce que c'est que l'information? Voilà. L'information, j'ai bien écrit, oui. Oui. Kesako. Alors, on va pas faire un cours d'épistémologie, hein, ce n'est pas le but, mais en ce qui nous concerne et pour l'usage de cette présentation, on va considérer, ici vous avez sur la partie gauche, vous avez un objet du monde physique, c'est un couscous, bon, ça fait n'importe quoi. Et puis à droite, hein, donc il y a quelques types d'informations, une certaine taxonomie, vous avez un haut de l'information factuelle, vérifiable, objective, hein, la masse du couscous, la composition, le nombre de kilogrammes par de kilojoules, tout ça c'est information factuelle, scientifique, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez des informations subjectives. Ouais, trop salé, trop épicé, c'est subjectif. Hein. On ne peut pas avoir le même avis. Vous avez des informations intersubjectives. C'est trop cher parce que c'est une convention. Le prix est une convention sociale. C'est encore une autre forme. Vous avez des fake news. Hein. Et puis, ce qui va nous intéresser, vous avez des informations, vous avez des recettes de cuisine. Et c'est la recette qui va nous intéresser. Parce qu'une recette, c'est une description de l'objet, du monde physique. Hein. C'est une transcription. Et en fait, tout ce qu'on traite avec les algorithmes et l'IA et le reste, en tout cas, dans ce qui nous concerne, ce sont des recettes de cuisine. Et on va élargir ce concept-là. Hein. Ce concept-là, c'est une recette, il faut le voir de manière très large. On va appeler une recette un algorithme. Un algorithme, c'est-à-dire une séquence d'opérations qu'on a codifiée ou qui est codifiable, okay, pour résoudre un problème, pour atteindre un objectif, faire une recette de cuisine ou autre. Donc, plein de choses, il y en a plein de mots qui sont des algorithmes. Hein, les process, les processus, les procédures, les méthodes, les protocoles, hein, les techniques, métier, l'habileté manuelle, intellectuelle, par rapport à la définition. Les pratiques culturelles. Ici, le fait qu'on soit rassemblés ici, c'est un algorithme. On s'est mis autour de la table, on se dit bonjour, on a un algorithme un mémétique, culturel, qui nous fait, nous, travailler ensemble, discuter ensemble. Les savoir-faire sont des algorithmes en général, les rituels, les usages, les pratiques sociales, les stratégies d'entreprise, les business plans, enfin, tous ces trucs-là, c'est en anglais, ils ont le mot policy aussi, qu'on peut traduire par qui est un algorithme. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont des séquences d'opérations qui sont codifiées, plus ou moins, qui ont un certain support et certaines caractéristiques particulières de ce type d'information. Voilà. Alors, il y a plein d'algorithmes, je vais donner quelques-uns. Conjuguer un verbe au participe passé, c'est un algorithme, hein, il y a une règle. Faire une dissertation, un devoir philo, je me suis amusé à trouver une fameuse citation de Lévi-Strauss qui dit que pour résoudre un problème de philo, il faut suivre une certaine méthode. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Enfin, vous avez tous été étudiants, vous avez, il y a des méthodes pour résoudre des problèmes de philosophique, de mathématiques. Ce sont des algorithmes. Hein, c'est des algorithmes. Faire un problème de maths, c'est un algorithme à suivre. Enfin, en tout cas, au niveau à laquelle je les ai fait. Concevoir un logiciel, c'est un algorithme. Écrire de la musique, passer un concours de droit, c'est globalement un algorithme. Il y a plein de choses à faire, etc. Même conduire une voiture, c'est un algorithme, quelque part, ou une série d'algorithmes. Un algorithme comprend des algorithmes. Voilà. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait, pas tout à fait au hasard, tous ces algorithmes qui sont ici dans le monde culturel ou humain, en fait, c'est des choses que les machines savent faire, qu'on sait apprendre aux machines. On peut apprendre aux machines à conjuguer. Hein. ChatGPT, pour ceux qui le connaissent, le fait très bien, sans erreur. Faire une citation, je crois que tous les profs de philo sont désespérés parce que ChatGPT leur fait les devoirs à la place des élèves. Résoudre des problèmes de maths, pareil, il le fait très bien. Enfin, on peut discuter du niveau, ouais, mais voilà, en tout cas, peut-être. On en discutera. Écrire de la musique, on sait que les IA passent les concours de médecine sur un niveau de concours de l'internat, on passe les concours des PhD en droit.
etc., etc. Donc, c'est ça qui est important, c'est que finalement, il y a une certaine équivalence. L'algorithme est une chose, mais qu'elle soit implémentée ou par une machine ou par de l'humain ou par autre chose, in fine, importe peu, hein, s'il y a une nature même de l'algorithme. Il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple les algorithmes biochimiques qui sont des algorithmes. Hein. Un ADN, l'ADN, on peut le voir comme étant un livre de recettes sur lequel il y a plein de recettes. Par exemple, il y a la recette, en tout cas chez les plantes, pour faire, donc c'est là, une recette, c'est une liste de lettres, hein, A, T, G, ça correspond à des nucléotides. Et puis, chacun encode les ingrédients, ces acides aminés. Et la recette indique dans quel ordre on assemble les acides aminés. Et à la fin, on a une protéine. Ici, c'est une Rubisco que j'ai trouvée. C'est celle qui fixe le CO2. C'est sûrement l'enzyme qui a l'avantage de transformer le monde, tout ce qui t'a apparu, puisque c'est elle qui a rendu la Terre habitable, du moins qui a enlevé le CO2 et qui a transformé et qui a produit l'oxygène. Bon, c'est un exemple. On le verra, c'est important de voir cette correspondance parce qu'on verra de plus en plus d'algorithmes d'IA qui savent, qui vont manipuler ou qui vont manipuler cette connaissance, ces recettes biochimiques, ces bases ADN, etc. Voilà. Donc, tous ces algorithmes-là, quelque chose de près, on va passer vite, ont des propriétés communes. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra discuter le détail dans la discussion. Mais globalement, un algorithme, c'est une compression de l'information. Plutôt que d'écrire chaque molécule de ma recette de couscous et la position de chaque pièce, etc. Non, qui demande beaucoup d'informations, il faut beaucoup de variables. Hop, on a juste une vingtaine, une 50 lignes dans un livre. C'est une compression. En physique, on dit qu'on va réduire l'entropie de l'information. On mesure l'entropie comme étant le nombre de variables pour mesurer un état. Donc, c'est un processus thermodynamique aussi. Voilà. En compressant, on régularise, on trouve des patterns, on extrait on trouve des régularités. Ça, c'est la première caractéristique, très importante. La deuxième, c'est qu'un algorithme, quel qu'il soit, se transmet facilement. Alors, l'ADN, il se reproduit au niveau de l'ADN, par duplication de l'ADN, les recettes de cuisine par des livres, par des habitudes, par de mère à fille, enfin, par la transmission, les algorithmes numériques par des ordinateurs, par du Wi-Fi et autres, etc. Et c'est relativement robuste, la transmission, et voilà, il peut y avoir des pertes, mais c'est relativement robuste. Troisième caractéristique de pratiquement tous ces algorithmes-là, qu'ils soient mémétiques, génétiques ou numériques, c'est qu'ils peuvent évoluer. Donc, de manière voulue ou pas, on peut les combiner, on peut mélanger une recette de cuisine avec une autre, de même qu'on peut mélanger des recettes informatiques, c'est la même chose, ou les recettes culturelles. Donc, on peut les mélanger, on peut faire des mutations, on peut y avoir des fusions. Tout ça, il y a une souplesse là-dessus, soit des mutations qui sont voulues ou aléatoires. Et oui, oui. Ça fait 2 fois que vous employez le terme, je ne sais pas si vous dites mimétique ou mémétique. Mémétique. Alors, excusez-moi, je ne me suis pas mémétique. Mémétique. Alors, c'est un terme qui était, je crois que c'est Dawkins, c'est dans le, donc, mémétique, c'est un terme qui a été inventé, je pense, par Dawkins dans le livre sur les gènes où il fait une correspondance entre les gènes, donc l'information qui est portée par l'information génétique, et les mêmes, donc c'est un terme qu'il a inventé, et les mêmes, donc c'est les pratiques culturelles, c'est une information donc, plus portée par les humains. Voilà. Donc il appelle ça des mêmes. On peut dire que c'est une pratique culturelle. Comme des similarités, c'est ça? Si on veut, oui. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai peut-être dû faire Il n'y a pas beaucoup de base scientifique, hein, d'après moi. Non, mais c'est commode pour expliquer ce qu'il en est. Gardez la définition. J'utilisais même garder les différentes définitions que j'ai données des algorithmes, donc les processus, les pratiques culturelles, voilà, les techniques, tout ça. Dawkins regroupait ça sur le terme de même. Peu importe, on ne va pas faire le débat si c'est un mot qui est pertinent ou pas. Moi, je mets tout ça dans le paquet algorithme. Voilà. Est-ce que l'idée d'algorithme, ça a toujours une connotation mathématique ou... Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais là, j'élargis, je pose un certain nombre de vocabulaire. Donc, je vous dis que là, maintenant, quand je parlerai d'algorithme, comprenez-le comme
une pratique culturelle. Le fait qu'on soit ici, qu'on se pose, qu'on s'assoit, on applique un algorithme. Hein. Vous êtes venu, vous êtes trouvé sur la table, vous avez appliqué un algorithme. Hein. Un algorithme qui permet de vivre ensemble. Hein. Voilà. Et que cet algorithme-là, il soit fait par nous parce qu'on a l'habitude ou par des robots parce qu'on leur a appris, in fine, en tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est que c'est à peu près la même chose. Peut-être pour confirmer ce que vous voulez dire, madame, il y a des gens qui disent que tout peut être mis en chiffres. Pas en chiffres, hein, mais ici, on n'est pas. Oui, pas tout, en tout cas. C'est une des forces ou des forces, des caractéristiques de l'IA et des algorithmes numériques, c'est qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent l'être. Et laissez-moi un peu dérouler le cours ou de ma présentation. Un truc assez important là-dessus, c'est que ces algorithmes, ces mémétiques, ces pratiques culturelles, appelez ça comme on veut, ils évoluent. Et ils évoluent de manière, ce qu'on appelle certains, par du darwinisme universel ou darwinisme généralisé. C'est-à-dire qu'il y a des générations de variantes, hein, puis des sélections de variantes qui sont le mieux adaptées à un contexte donné, le best fit, et transmission aux descendants. Donc, ça marche très bien pour les recettes de cuisine, ça marche pour les pratiques guerrières, les pratiques religieuses, et ça marche aussi pour les algorithmes dits numériques. Voilà. Donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus sur les 2 publications précédentes. Je vous invite à les regarder. Ouais. Donc, il y a une certaine correspondance. Enfin, le support, en fait, l'algorithme existe en tant que tel avec des supports différents. Et le support peut être numérique, mathématique, hein, ou culturel, ou biologique. Hein, et globalement, il peut y avoir des correspondances. Il y a des pratiques qui sont faites par des humains, peuvent être faites par des machines. Et puis des pratiques qui peuvent être au niveau biologique, peuvent être faites par des humains, comme avec des différents niveaux, comme reconnaître un objet. Ouais, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 500 millions d'années, entièrement biologique. Et puis après, il y a des aspects cognitifs qui sont apparus. Et puis maintenant, on fait ça avec des IA. Ce qui change avec les algorithmes, avec le support numérique, c'est la rapidité à laquelle ça peut évoluer. Ça va très, très vite. Hein. Les algorithmes biologiques, biochimiques, il faut des siècles, comme j'ai mis des millions d'années carrément, même, pour les faire évoluer, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Algorithmes culturels, ça va beaucoup plus lentement et ça va plus vite plutôt. Et par contre, les algorithmes numériques, ça va très vite. Voilà. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un type d'algorithme très particulier, des algorithmes qui apprennent à faire des algorithmes. Typiquement, la pédagogie. La pédagogie, c'est des techniques hein, que les profs ont pour enseigner quelque chose à un élève. Alors, pédagogie au sens large. Donc, ça, c'est un algorithme, c'est un certain nombre de savoir-faire. Hein. Donc, il peut y avoir de la pédagogie pour apprendre la médecine, pour la conduite, le droit, la médecine. Enfin, j'ai mis quelques exercices là-dessus. On peut considérer comment les consultants qui viennent dans une entreprise pour améliorer les process également, ils ont des méthodologies, ils ont des algorithmes pour améliorer le processus de l'entreprise ou un processus industriel. C'est pour ça qu'on les paye. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est des algorithmes dits d'apprentissage et qui sont tous plus ou moins faits de la même façon. Hein. On analyse une situation, essai-erreur, des exercices, on simule, on décompose un problème en sous-problème. Toujours à peu près les mêmes choses. Quelque chose qu'on va apprendre. Et le point, c'est que, donc, excuse-moi, avant d'arriver là-dessus, je pose une définition de l'IA. L'IA, en fait, c'est, en tout cas pour aujourd'hui, on va définir comme étant un ensemble de techniques, d'algorithmes, pour construire des algorithmes qui entraînent des algorithmes et qui font des trucs. Alors, qui font des trucs, les IA, ça permet d'écrire du texte, générer du texte, de conduire une voiture, de classifier des documents, voilà, ça c'est ce que ça fait. Okay. Et puis au-dessus de l'algorithme lui-même qui va s'exécuter, il y a des algorithmes pour apprendre la machine à faire ce dont on veut qu'elle fasse, et puis des algorithmes pour apprendre les méthodologies pour mettre en œuvre ces algorithmes-là pour apprendre. Et l'IA, c'est ça en fait. Alors, dans la définition d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est donc des techniques pour construire des algorithmes. C'est à la fois l'algo qui fait le truc, qui va aider à conduire, qui va reconnaître un objet, qui va générer un texte. Ça va être aussi l'algo qui a entraîné cet algorithme-là. Ça va être les méthodes qui sont connues pour construire ces entraîneurs, méthodes, on va dire, pédagogiques. Et puis bon, là, par extension, c'est tout le reste. Bon, il y a beaucoup de buzz sur le mot IA. Bon, là, j'y peux rien. Ouais.
ensemble de techniques avant algorithme, c'est quoi? C'est-à-dire. Id est en latin. Ah, oui, c'est-à-dire. Ouais. Voilà. Oui, parce que ces techniques-là peuvent être elles-mêmes des algorithmes. Et je donne un exemple. Voilà. Donc, ChatGPT, par exemple, donc, pour ceux qui savent, ChatGPT, donc, c'est un énorme savoir-faire qui a été écrit par 20 ans par des équipes, voilà, OpenAI, enfin, des boîtes et des laboratoires publics et privés, voilà, pour développer des algorithmes de traitement de la donnée, du traitement du langage naturel, et qui ont fait 20 ans d'accumuler un énorme savoir-faire et puis des algorithmes numériques pour entraîner des réseaux de neurones, une technique particulière pour faire du machine learning, l'apprentissage, et pour faire ce que c'est faire ChatGPT, générer du texte, répondre à des questions, résumer un document, etc., etc. Voilà. Si on prend un autre type d'algo qui m'intéresse beaucoup, c'est les algorithmes de recommandation ou les IA de recommandation. Pareil, c'est basé sur un énorme corpus d'un savoir-faire acquis par Facebook, Google, TikTok et compagnie pour développer des algorithmes de traitement de la donnée massifs, de statistiques, pour entraîner des algorithmes de recommandation. Et ce qu'ils font, c'est déterminer dans quel ordre vont s'afficher les informations sur votre fil, sur votre page. Voilà. Et ça, un algorithme de recommandation, c'est pas quelqu'un qui a dit telle information-là, c'est pertinent pour vous ou pas. Enfin, ça n'a pas été codé en dur. Hein. C'est des machines qui ont appris tout seuls, avec des conséquences qui sont un peu critiques, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, on peut donner donner deux exemples un peu différents, et pour dire, voilà, c'est pour cette définition que l'on va prendre de l'IA. En tout cas, elle va nous suffire pour aujourd'hui. Après, on pourra en discuter pour plus tard. Voilà. Juste une petite parenthèse, et puis on y reviendra. Les algos de plus haut niveau, on peut se dire le savoir-faire des compagnies comme OpenAI, Mistral, Microsoft ou DeepSeek, même ce savoir-faire-là peut être remplacé ou aidé ou facilité par des algorithmes numériques. Hein. Là, j'ai une publication assez récente d'un AI scientist donc qui des algorithmes qui vont faire de la recherche scientifique. Ils vont émettre des hypothèses, les vérifier, faire du code de calcul pour vérifier que ça marche, jusqu'à écrire la publication scientifique de l'invention qu'ils ont faite ou de la découverte qu'ils ont faite. Voilà, donc c'est une petite introduction sur ces cycles, ces rétroactions positives, cette accélération, hein, puisqu'on a de plus en plus même des algorithmes qui vont concevoir des algorithmes, qui vont faire des trucs. Ouais. Pour le moment, ça s'arrête là. On y reviendra. Alors, comment ça marche? Alors, comment un ChatGPT marche ou d'autres, hein, de manière générale, en fait, c'est très proche de la manière dont un humain apprend. Proche en tout cas, il y a des similitudes. Quand vous apprenez une langue étrangère, vous vous rappelez, un des exercices préférés des profs, c'est de mettre des trous, hein, des phrases avec des trous. Hein, il manque un mot. Et puis, l'exercice, c'est de trouver le bon mot. Et puis on le fait. Et puis après, le prof nous corrige. Et puis, au fur et à mesure, on apprend comme ça à écrire des mots, le bon mot, la bonne conjugaison, la bonne phrase. Voilà. Un autre type d'exercice, c'est de faire des correspondances. Hein. Il y a une phrase en français, une phrase en anglais, ou une phrase au prétérit, une phrase au plus que parfait. Enfin, et on fait des liens de la même phrase, enfin, on fait des correspondances où il y a des QCM. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de types d'algorithmes qu'on retrouve à peu près pour à peu près enseigner à peu près tout et toutes les matières à quelque chose de près. Et en fait, c'est comme ça qu'apprennent un outil comme un ChatGPT. Il a appris comme ça. En fait, il a appris comme ça. Alors, comment ça marche? Voici la recette pour entraîner qu'on appelle un large language model, comme un ChatGPT. C'est vraiment une recette parce que dans la littérature, on trouve le mot recite. Hein, si vous cherchez recite, vous trouvez ce mot-là. C'est vraiment le mot qui est utilisé par les chercheurs parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire un peu empirique. Hein. La recette, c'est la suivante. Vous prenez tout ce que vous trouvez en matière de choses qui ont été écrites sur Internet. Tout. Wikipédia, la librairie du Congrès, le contenu sur tous les sites web, tout ce que vous pouvez, y compris des choses dans le dark web, tout. Des milliards et des milliards et des milliards de pages. Même des milliards de pages. OK, donc là, c'est un tout. Des recettes de cuisine, tout ce que vous pouvez. Tout ce qui a été écrit et qui a été un jour accessible par l'ordinateur, vous le prenez.
Ensuite, hein, donc vous faites un gros travail là-dessus on va filtrer, hein, enlever ce qui est dupliqué, enlever ce qui est trop sensible, enlever tout ce qui est le porno, enlever tout, bon, voilà, enfin un gros filtrage, hein, là-dessus. Donc on arrive à quelques milliers de milliards de mots. Voilà, donc typiquement 1000, ouais, 10 000 milliards de mots. Voilà, c'est le corpus qui va permettre d'entraîner. Et à partir de ça, vous allez créer des exercices, hein. Vous allez créer des milliards d'exercices, hein. Typiquement, vous prenez des phrases, hein, et vous enlevez un mot. D'accord? Et vous allez faire ça des milliards de fois, sur des milliards de phrases avec des milliards de mots. Et vous allez demander à la machine de deviner quel est le mot. Alors, au début, il va le faire au hasard. Il va au hasard, il va choisir un mot au hasard pour lui dire que ce n'est pas du tout ça. Puis il va choisir un autre mot presque au hasard, puis il va dire, ah, vous vous rapprochez. L'algorithme dit tu te rapproches et il va essayer, puis il va converger. Alors, on lui dit soit tu te rapproches, soit tu diverges. Et puis, il va chaque fois chercher un nouveau mot qui va de plus en plus se rapprocher. Et puis, on fait ça des milliers de fois jusqu'à ce qu'on converge. Et ça converge. À un certain moment, ben, on a un modèle qu'on appelle un large language model qui est capable de reconnaître les mots, de faire des conjugaisons, de connaître le sens des mots, de décrire. Et c'est le fameux ChatGPT. Ça marche comme ça. Alors, et ça marche, donc il faut des milliers de milliards de mots, des milliers d'itérations. Il faut beaucoup de puissance de calcul pour faire ça. Et ce qui explique voilà, pourquoi il faut, typiquement les ordres de grandeur, il faut faire tourner quelques dizaines de milliers d'un processeur très particulier qu'on appelle des GPU, qui sont faits pour faire des maths, pendant quelques mois. Chaque processeur consomme 700 watts et coûte 50 000 euros. Donc, vous faites les multiplications. Ça explique pourquoi l'entraînement de ces larges langages modèles de ChatGPT, GPT-3, GPT-4, etc., coûte des dizaines de milliards, plutôt des centaines de millions d'euros. Et ça consomme des énergies absolument considérables en matière énormément d'énergie beaucoup d'eau pour refroidir la machine. Voilà, parce que il y a beaucoup de processus comme ça. Voilà, c'est comme ça que marche l'apprentissage. C'est très efficace, hein, faut avouer tout de même. Alors, derrière ça, c'est la méthode générale pour faire une chose un peu compliquée. L'apprentissage est utilisé souvent pour faire des choses un peu plus simples. Donc, la recette principale, c'est l'apprentissage par association. Là, on va apprendre à la machine à faire des associations entre deux choses qu'on lui donne. Et il va trouver, au fur et à mesure, ce qui fait les caractéristiques qui permettent d'identifier, de faire le lien. Les premières choses sur lesquelles ça a été fait de manière massive, avec des très bons résultats, c'est sur des images, sur des lettres. Donc, il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, on lui donne, par exemple, des milliers d'exemples de la lettre K. Et la machine va apprendre et on associe, ah, ça c'est la lettre K, puis on fait ça une fois, deux fois, mille fois. Et la machine va apprendre automatiquement comment reconnaître la lettre K. Jamais on va lui dire que la lettre K, c'est une barre verticale et deux barres à 45 degrés. Il va l'apprendre tout seul parce qu'on lui a montré des milliers d'exemples comme ça. Ça marche pareil pour les chats, ça marche pareil pour les images. Hein. Tous les algorithmes, tous les outils de reconnaissance d'images marchent de cette manière-là. Ça marche pour les sons, hein, pour reconnaître les paroles à partir de phonèmes. Ça marche comme ça. Ça marche pour la traduction. Hein. Alors, pour les traductions, on va donner une phrase et dans une langue et sa traduction dans une autre langue. On donne ça des milliers, des dizaines de milliers de fois et ça fait des traducteurs automatiques. Ça marche pour des données un peu factuelles sur circonférence de la Terre. Ça marche pour les recettes de cuisine, pour toutes les recettes, à peu près pour tout. Un peu plus embêtant aussi, c'est que ça marche et très utilisé pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est hélas que j'ai mis, c'est hélas un vrai exemple. On sait que le massacre des Rohingyas au Bangladesh il y a quelques années a été un peu encouragé par les algorithmes de recommandation. Et notamment, l'une des raisons, c'est que des messages haineux comme celui-là, ou d'autres, un message discriminant, étaient valorisés par les algorithmes de recommandation, par de Facebook, de TikTok, etc. Enfin, ça a été parfaitement documenté pour Facebook. Et il ne faut pas croire qu'il y a un programmeur de Facebook qui a programmé ça. Non, c'est pas ça. En fait, c'est l'algorithme qui a appris que s'il mettait
des mots, s'il retenait des messages clivants, haineux, mais dans ce cas-là, il y avait davantage d'impact, il y avait davantage de clics, il y avait davantage de rediffusion. Et comme l'optique de Facebook, c'est de maximiser l'audience, maximiser l'impact, et du coup, cet algorithme-là a été retenu. C'est quand même un être humain qui a défini le biais de l'algorithme. Alors, on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Si sur les réseaux sociaux, X, etc., on en parle tout à l'heure. ils attendent. On est d'accord. Est-ce que tu peux réserver Oui, j'en parle après. On est d'accord. On est d'accord. Mais là, on est en bas là, niveau. Après, il y a des couches dessus. On est d'accord. Donc, de manière générale, toutes vos traces numériques servent à alimenter des algorithmes qu'on apprenne des apprentissages par supervisé, toutes. Hein, voilà, à peu près, ça sert à alimenter, à croiser entre ce que vous avez fait et ce qu'on sait de vous pour tout. Voilà. Comme dit, je sais pas qui, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. En fait, ça passe par des algorithmes dits d'apprentissage supervisé. Après, une autre grosse classe d'algorithmes qui est à connaître, qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est celui de la souris qui apprend à sortir d'un labyrinthe. Hein. Elle essaie une direction, hop, c'est une impasse, elle essaie une autre, elle va à droite, hop, elle essaie, recule, elle tente des choses, et puis à la fin, elle apprend, elle sort du labyrinthe, et si on lui refait tel exercice, hop, elle a mémorisé l'exemple précédent, et elle va plus vite, voilà, elle apprend des stratégies éventuellement pour sortir plus vite. Hein. Donc là, vous pouvez le faire sur les recettes de cuisine, vous pouvez tenter de nouvelles recettes, mettre un peu plus de soucis, changer les ingrédients, et puis vous évaluez à la fin si oui ou non la recette est plus, le goût est meilleur, la forme est plus jolie. Enfin, vous mettez une fonction d'évaluation de votre recette et vous itérez, et de cette manière-là, vous allez améliorer progressivement votre recette. La différence, c'est que quand on fait des recettes, il faut du temps. Hein, dans le monde physique, il faut un certain temps quand même pour faire ça. Dans le monde numérique, c'est quasiment immédiat, donc on peut le faire énormément, beaucoup de choix, à condition évidemment de pouvoir d'évaluer la situation dans laquelle sur laquelle on aboutit. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement utilisé. Ça s'appelle en français, apprentissage par renforcement ou reinforcement learning. C'est la clé de beaucoup d'algorithmes, de beaucoup de choses que l'on a et qu'on utilise dans la vie, dans notre vie numérique maintenant. Alors, la clé pour l'apprentissage, c'est trouver un bon indicateur d'évaluation. Oui, absolument. Oui, ben on va y arriver, justement, c'est bien. On y arrive. Oui, bien sûr. Oui. Notez bien toutes les questions nombreuses que vous avez. Et on les fera plutôt à la fin. Oui, parce que des fois, donc ces deux points, effectivement, c'est bien identifier le problème. Sauf pour des incompréhensions purement techniques où il faut demander à l'expert, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Sinon, on sent bien que c'est politiquement dirigé. Alors, un exemple pour illustrer un peu ces différentes classes d'algorithmes, c'est les machines peuvent apprendre toutes seules, en tout cas à un certain niveau. L'exemple que l'on donne en général, que je trouve un très bon exemple, c'est le jeu de Go. Ou les jeux de stratégie, les jeux d'échecs. Moi, quand j'étais ado, je programmais des jeux de stratégie, j'adorais ça. Des jeux de dames, des jeux de riversi. Et ce que je faisais, c'était je codais à la main la fonction d'évaluation. Hein, aux dames, ben voilà, si une dame, c'est mieux que s'il n'y en a pas. S'il y en a un truc sur le bord, c'est mieux que si c'est au milieu. Voilà, vous voyez, donc c'est à la main. C'est comme ça, avec cette stratégie-là, que Kasparov a été battu par l'ordinateur d'IBM Big Blue il y a une vingtaine d'années. Hein. Donc, il y avait des programmeurs qui ont codé à la main des fonctions d'évaluation très sophistiquées, puis avec la puissance du calcul, Kasparov a été battu. Bien. Et on disait, le Go, pas faisable, ça ne marche pas, la combinatoire est trop élevée, il y a des milliards de positions, on ne peut pas le faire. Ici est arrivé donc en 2015 AlphaGo. Ce qu'ils ont fait, ils ont donné à la machine des dizaines de milliers, je ne me souviens plus le nombre, de positions de Go gagnantes. Enfin, plutôt gagnantes, perdantes. Hein, voilà. Donc, ils ont fait de l'apprentissage supervisé. Cette position est gagnante, cette position est perdante. Et puis là, l'algorithme marchait un peu comme quand on reconnaît des lettres, hein, la lettre K, enfin, c'est un peu pareil. Et voilà, il a appris, entre guillemets, à jouer au Go à partir de toutes les positions qu'il avait vues, qu'il avait ingérées.
Et ben, il a gagné c'est pas un champion du monde, enfin, en tout cas, un des meilleurs joueurs de Go de l'époque, Lee Semol, je crois qu'il s'appelle. Et quelques années plus tard, 3 ans après, il y a eu AlphaZero, AlphaGo 0. Là, c'est encore mieux. Ici, on a juste donné à la machine les règles du Go et on lui a fait jouer la machine contre elle-même. Et des fois, ça marchait, des fois, elle a gagné. Enfin, il y en a une qui m'a gagné. Hop, donc la stratégie qu'elle utilisait, hop, on l'a déployée, on l'utilisait sur notre machine. Et voilà. Et puis, on a fait jouer la machine contre elle-même pendant des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de fois. Et les performances ont augmenté jusqu'à battre la version précédente et donc de battre tous les humains sur la planète. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que ça montre une machine peut apprendre depuis rien, depuis sans aucune, juste on donne les règles en l'occurrence, et c'est un processus qui est de plus en plus utilisé et qui est un des facteurs explicatifs de cet emballement, de cette accélération de l'IA que l'on est en train de voir. Voilà. Je profite de cet exemple-là pour ouvrir une parenthèse. On dit des fois que l'IA, elle n'est pas créative, elle refait tout ce qui a été fait. Alors, il se trouve que sur le coup 37 de la partie avec Lee qui est assez connu des gens qui font de l'IA, la machine a joué un coup qui n'avait jamais été joué, a priori, de toute l'histoire du Go. Ça fait quand même 2000 ans qu'on sait à peu près que le Go existe et qu'on enregistre les différentes parties, les différentes stratégies. Et puis là, waouh, il a sorti un truc, personne n'avait jamais vu ça. Ouais. Bon, certains associent ça à une forme de créativité. On peut discuter. Le problème, c'est des termes qui sont ambigus parce qu'ils ont une connotation anthropomorphique, quoi. En tout cas, le fait est que la machine peut inventer des coups qui n'ont jamais été imaginés par aucun humain jusqu'ici. Voilà. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard de la créativité des machines. Hein, je fais attention de dire que c'est pas d'intelligence. Hein. Je parle de machines qui apprennent. Hein. Vous avez remarqué. On garde ça pour le débat. Voilà. Une autre approche encore qui est intéressante, que l'on voit. Alors, je l'appelais ça apprendre avec un tuteur. Des fois, on a besoin, en fédéraliste, on a besoin d'un tuteur, d'un prof qui va dire oui, c'est bien, ou de guider un peu plus. Il y a un très bon exemple. Donc, ça s'appelle le Reinforcement Learning from Human Feedback. C'est ce qui était une des inventions de ChatGPT 3.5, voilà, celui qui a fait le Big Bang il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à un humain de donner sa préférence à plusieurs réponses possibles qu'aurait généré la machine. La machine va proposer, supposons qu'on ait la personne pose la question, comment j'ai fait pour me suicider? La machine, dans son corpus d'entraînement, elle a très certainement vu toutes les méthodes qu'il y a pour se suicider, sûrement. En tout cas, toutes celles qui ont été écrites, une bonne partie. Et là, non. Là, l'humain va dire, ah, si c'est ça, non. Plutôt, tu vas dire, va voir un médecin, enfin, trouver voilà, je ne suis pas là pour répondre à cette question-là, je vous conseille d'aller voir un médecin, enfin, il va donner une réponse conforme à une certaine éthique que l'on a, en tout cas, que les humains ont et que la machine n'a pas forcément extrapolé depuis son corpus. Oui. Est-ce que, par exemple, le traducteur automatique, quand on modifie la proposition en prenant un autre mot que celui qui donne, oui. Ça peut l'être, oui, ils vont apprendre, ils vont faire du. Oui, absolument. Oui, ça peut l'être. En tout cas, il va apprendre derrière. Oui, derrière, il va faire. Oui, ça peut l'être, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, je vais appeler ça d'apprendre avec un tuteur. C'est très, très utilisé. Et encore une fois, et on va y revenir, c'est de voir comment on fait l'évaluation. La question est toujours là. Peut-être très rapidement, je ne sais pas si j'ai le temps pour apprendre à dessiner. Pas une seconde. Non, je vais passer. Si vous avez la question, je vous expliquerai comment les machines apprennent à dessiner, mais on le fera tout à l'heure. Plus intéressant, à mon sens, enfin plus intéressant, que ça dessine est intéressant en soi. Je veux dire, c'est assez bluffant. Et si vous utilisez DALL-E, tous ces logiciels on donne un prompt et ils font un dessin, c'est assez bluffant. Donc, si vous voulez, pendant le débat, je vous expliquerai comment ça marche. Mais là, vu l'objectif que j'ai, je vais plutôt vous expliquer autre chose très récent, c'est comment une machine apprend à raisonner. C'est très récent, c'est quelque chose qui a 1 an à peu près. Est-ce que vous avez tous entendu parler du DeepSeek? Bon, ouf. C'est les Chinois. C'est les Chinois, voilà. Il y a eu un Big Bang de DeepSeek pour de bonnes raisons. Donc DeepSeek,
un des trucs, c'est qu'ils ont fait des modèles qui savent raisonner. Alors, ce n'est pas les premiers. OpenAI, ils faisaient ça depuis quelques mois auparavant, mais eux, ils ont fait ça 20 fois moins cher. Et surtout, ils ont très précisément décrit comment ils faisaient. Ils ont mis le modèle open source, ils ont écrit la recette d'entraînement, ils l'ont publié, donc on sait très précisément comment ils ont fait pour faire raisonner, entre guillemets. Alors, j'ai mis entre double quote. Hein. J'utilise des mots qui sont en double sens, c'est des mots, c'est pas forcément le raisonnement humain. Bon, mais on utilise celui-là, faute de mieux. C'est des machines qui apprennent. Voilà. Donc, l'idée, et ça, c'est intéressant. L'idée, on va demander à un langage modèle, un modèle qui ne raisonne pas, ChatGPT ou un autre, de générer tout plein de problèmes. Alors, des problèmes vérifiables facilement. Typiquement, des problèmes de mathématiques, des problèmes de logique, des problèmes d'informatique, de codage, de choses qu'on peut vérifier, qu'une machine peut vérifier. Et ensuite, donc, on génère ce problème, et puis, on va demander à une IA d'assembler des bouts de raisonnement pour résoudre ce problème-là. Donc, ces bouts de raisonnement, c'est décomposer le problème sous problème, regarder si on a un problème connu, enfin, si une situation qui a été posée, on ne la connaît pas par ailleurs, hop, revenir si on trouve sur une impasse, vous voyez, voilà, on appelle ça des chain of thoughts en anglais, donc des chaînes de raisonnement. Et chaque chaîne de raisonnement, ça va aboutir à une démonstration mathématique, ça va aboutir à un code et on va vérifier si c'est correct ou pas. Et après, il y aura une fonction d'évaluation qui va vérifier si effectivement le raisonnement est correct, la preuve mathématique a été faite, le programme mathématique marche, hein, par exemple, et d'une part, et puis comment on va évaluer la beauté, le test, si c'est pas trop long, s'il n'y a pas de boucle, il y a des mesures un peu de l'élégance du raisonnement. Et on fait ça des milliers de fois sur des milliers d'exemples. Et à la fin, on arrive à un IA qui a des capacités de raisonnement, de décomposer un problème, de résoudre, de revenir en arrière, de réfléchir un peu. Voilà. Donc, c'est le fameux DeepSeek R1 quand il est apparu. Donc, ils ont d'abord fait DeepSeek 0 parce qu'ils l'ont fait uniquement par les techniques que nous a appris, hein, sans la machine à jouer contre elle-même, entre guillemets. Et après, ils l'ont un peu amélioré en mettant des use cases, des données des humains. Voilà. C'était, voilà, faut le savoir. Donc, ces machines-là ont une capacité de raisonnement. Donc, je donne un des exercices que l'on donne à la machine. Donc, on lui donne une question. Voilà, la question if aspera, voilà, avec une situation de problème mathématique. Et ça, c'est la réponse. Et la machine, on voit, elle commence à dire, OK, think. Elle dit, OK, to solve the equation, blabla, je commence par faire ceci. OK, après, j'isole ceci. Donc, elle va décomposer, elle va dérouler des bouts de raisonnement. Un peu comme une recette de cuisine. Hein. Pour elle, c'est des ingrédients, hein, tous ces trucs-là qu'elle assemble. Hein. Ou ChatGPT qui assemble des mots. Là, il assemble des concepts, hein, des concepts opératoires pour résoudre un problème. Hein. Puis, alors, à un moment, ils ont amusé. Alors là, ils ont wait. Hop, et là, il a reconnu une situation. La machine a reconnu sur. Donc, ils l'ont transcrite comme ça. Le haha moment, c'est le moment Eureka. Et là, elle dit, OK, je suis arrivé à une situation, je repars un peu en arrière, je vais réévaluer ce que j'ai fait et je vais partir sur une autre direction de raisonnement. Voilà. Donc là, réévaluer step by step, et puis il continue comme ça. Voilà. Donc, c'est le genre de raisonnement que l'on apprend à faire à la machine. Donc, ici, sur des raisonnements mathématiques ou logiques, mais en fait, on lui donne tellement que les techniques qu'il apprend sont utilisables pour un très grand nombre de types de problèmes. On lui donne des problèmes de médecine, de loi, il arrive, parce que voilà, il va pareil tenter de décomposer un sous-problème, voir reconnaître une situation qu'il a déjà vue, revenir en arrière, etc. Donc là, il ne génère, c'est pas de la génération de mots, hein, c'est la génération de chain of thought, d'étapes de raisonnement, et qu'il va évaluer. Voilà, donc c'est typiquement ça. Je voudrais montrer un peu le commentaire de ce texte-là. Donc ça, c'est tiré de la documentation technique qu'a fait les ingénieurs de DeepSeek. Et on voit qu'à la fin, ils mettent ce qui est intéressant, voilà, ce modèle Learn to Rethink.
Voilà. Using to anthropomorphic. Bon, le anthropomorphic tone, c'est eux, hein, c'est eux qui l'ont codé. Le AA, c'est le programmeur qui l'habille, hein, pour que ça fasse un peu plus anthropomorphique. Hein. Et surtout, voilà, et j'aime bien là cet aspect-là sur lequel on reviendra, the AA moment for witness and power, la beauté de la technique. Hein. Je crois que c'est un argument, on y reviendra, mais un peu cette attirance sur la beauté, voilà, on a quelque chose qui résonne, entre guillemets, et ça fait réagir de manière un peu émotionnelle les développeurs, et c'est un argument important, je pense, sur lequel je reviendrai. Voilà. Oui. Il me semble le raisonnement un peu exposé, c'est ce que pensent les mathématiciens, ça les cherche oui. à un certain niveau de l'intuition, oui. Ça ressemble beaucoup ah ben oui. En cherchant mathématiques. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça marchait bien et que les IA battent des... Je sais pas souvent, les IA sont championnes du monde. Enfin, il y a des Olympiades de mathématiques, donc c'est quand même de très bon niveau là-dessus. Elles gagnent sur les Olympiades de mathématiques. Enfin, je veux dire, c'est assez bluffant les performances. Et ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que alors qu'on a entraîné sur des problèmes de mathématiques et de logique, hein, un peu par extrapolation, le même système, le DeepSeek, il sait résoudre des problèmes de logique, mais des problèmes de médecine, mais des problèmes de droit. Donc, on lui pose des problèmes de droit et il va utiliser un peu les mêmes savoir-faire qu'il a acquis sur des problèmes mathématiques, parce que c'est prouvable, sur d'autres domaines. Ouais, c'est assez intéressant en soi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Ils ont été entraînés. Donc, ils ont été entraînés à résoudre des problèmes mathématiques, mais les mécanismes de base, hein, les chain of thought, je vois une situation, je reviens en arrière, je décompose, tout ça, en fait, c'est les mêmes, quel que soit, en tout cas pour une très large panel de problèmes que l'on peut se poser dans la vraie vie, ou en tout cas pour que ce soit un problème de maths, ou un problème de philosophie, ou un problème de juridique ou médical. Ouais. C'est pour ça que ces modèles-là sont aussi performants aussi. Hein. Je ne dirais pas que s'il n'y avait que des mathématiciens qui l'utilisaient, hein, ça n'intéresserait personne, enfin, que les mathématiciens. Voilà. Une autre tendance forte, c'est les agents IA. Alors, c'est vraiment fort parce que j'ai même vu un article du Monde il y a quelques mois qui en parlait, pour vous dire. L'idée, c'est que là, on n'a plus un seul modèle, mais avoir plein de modèles qui vont échanger des informations entre eux, qui vont chacun résoudre une partie d'un problème. Donc, ils vont recevoir un petit problème, et puis ils vont le résoudre ou transmettre ou décomposer le problème en sous-problèmes et le transmettre à d'autres agents. Il peut y avoir 1, 2, 10 agents. Et en général, ces agents, ils ont la capacité d'appeler des outils. Alors, les outils, ça peut être un outil pour rechercher sur Internet, par exemple. J'ai l'impression qui n'a pas été utilisé pour entraîner notre modèle, il peut le récupérer, le chercher sur Internet. L'outil, ça peut être appeler des outils pour simuler quelque chose, simuler qu'une réaction chimique est correcte, pour générer du code informatique et l'exécuter. Ça peut être pour cliquer sur un écran d'ordinateur, hein, pour remplacer un humain. Voilà, il va reconnaître la page, et il va cliquer à votre place, et puis comme il sait raisonner un tout petit peu, il saura faire des actions à votre place. Tout ce que vous pourriez faire avec l'ordinateur, lui pourra peut-être après l'apprendre à le faire, etc., etc. Et ces agents-là deviennent de plus en plus autonomes. C'est-à-dire, on peut faire des agents avec toujours une assistance de l'opérateur pour le faire vérifier à chaque étape, hein, mais de plus en plus la tendance d'avoir des agents autonomes qui prennent des décisions à votre place, ils prennent des décisions tout seuls, de manière autonome, et qui sont capables de faire des actions. Et les actions, c'est exécuter une commande, c'est appuyer sur un bouton, c'est générer du code pour faire ceci, cela. Voilà, c'est le genre d'action qu'ils peuvent faire. Et ils vont faire ça de manière itérative jusqu'à satisfaire l'objectif qu'on leur a donné, le prompt. Voilà, mais un prompt un peu plus compliqué que ce qu'on peut faire avec justement juste ChatGPT. Donc, c'est un big bang de ces agents et voilà, ça ouvre quand même des gens qui sont un peu inquiets, justement, parce que autant de ChatGPT, bon, en soi, il n'y a pas trop d'autonomie, mais si on commence à donner de l'autonomie et des moyens d'action à des agents, à des IA, et potentiellement, il y aura des problèmes. Donc, on va y arriver. Donc, voilà. Donc, là, on rajoute un peu de la définition de tout à l'heure de l'IA. Donc, un ensemble de techniques pour construire des algorithmes, pour entraîner des algorithmes, pour atteindre des objectifs. Donc, on reprend cette notion-là, hein, on fait ça. L'IA, elle va chercher à atteindre un objectif, à minimiser une fonction d'évaluation ou autre, parce qu'on lui donne une fonction, un objectif à remplir
on peut mesurer de manière numérique. Et en plus, elle peut utiliser des outils et assez récemment, depuis récemment, elle peut raisonner, entre guillemets. Ce n'est pas forcément le même raisonnement que lui-même, mais vous avez vu, ça s'y rapproche de même. Voilà. Donc là, on voit quand même une dichotomie. Là, je reviens un peu à ce que tu disais. Il y a bien deux rôles. Il y a l'utilisateur qui va donner un objectif, qui va donner un prompt, hein, fais ceci, résume ceci, cherche-moi d'informations pour cela. Et puis, le concepteur de l'IA, et c'est lui, effectivement, qui choisit les fonctions d'évaluation, comment on fait les différents critères. Et c'est la suite de la présentation. On va parler de ça. Voilà, donc c'est la définition qu'on va encore garder pour l'IA à ce jour. Pourquoi je dis c'est pas du tout la même définition que l'on avait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Hein? Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, l'IA, c'était pas du tout ça. L'IA, c'était la programmation logique, hein. C'était le parcours d'optimisation de parcours d'arbres, rien à voir. Mes premiers jobs, l'IA, c'était des systèmes à base de règles. Alors, c'est pas que ça a disparu, hein, mais maintenant, les systèmes à base de règles, ce n'est plus de l'IA. Il y en a encore beaucoup, hein, mais c'est plus de l'IA. Donc, une difficulté que l'on a avec l'IA, c'est que la définition du mot change. C'est vraiment un truc très polysémique, hein. Voilà. Donc là, pour le moment, on se focalise sur cet usage, cette définition actuelle et récente de l'IA. On discutera pour le reste. Voilà. Voilà, donc là, il y a deux exemples. ChatGPT entraîné par des humains pour répondre selon les préférences des humains, donc on l'a vu tout à l'heure. Et puis, les IA de recommandation. Là, ça répond à ta question. Ça a entraîné pour maximiser l'impact global des messages affichés. Donc, ça, effectivement, c'est un humain qui a donné cet objectif-là. Hein, c'est Mark Zuckerberg qui a dit je veux maximiser le temps d'attention, et même si les conséquences, c'est des massacres des Rohingyas et autres. Voilà. Alors, voilà, d'où les problèmes qui définit et évalue les fonctions d'évaluation. Et puis, comment garantir que ce que l'on code, ces fonctions d'évaluation que l'on donne à la machine sont safe, compliant, sûres, voilà, qu'il n'y a pas des effets de bord regrettables, comme le massacre de certaines personnes, et d'autres qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonctions d'évaluation c'est un choix politique, hein. Voilà, par exemple, hein, ou la manière d'évaluer le langage modèle ou de répondre. Par exemple, il y a quelques mois, ChatGPT, ils ont modifié la manière dont on répond, le système allait répondre à des questions sur la politique, sur le sexe, vous voyez, enfin là-dessus. Avant, il disait non, je ne peux pas répondre. Et là, maintenant, c'est un choix politique, hein, dire ah oui, il va essayer de répondre, un truc balancé, regardez, voilà. Donc, ça a été parfaitement décrit. Et je voulais, c'est très récent, hein. J'ai trouvé ce papier-là février 2025, ouais, c'est très, très récent. Ça peut être un lien avec le changement de président aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent inquiéter tout de même d'un point de vue politique. Enfin, inquiéter, en tout cas, c'est comme ça. Hein, c'est des humains qui choisissent les fonctions, comment les machines, in fine, comment on va entraîner les machines, dans ce cas-là, quel est le tuteur qu'on va donner à la machine pour répondre à un utilisateur. Voilà. C'est documenté, hein. Vous avez chez OpenAI le modèle spec, c'est un document qui vous décrit comment la machine a été entraînée, hein. Le rôle du tuteur dont je parlais, c'est documenté, hein. Bon. Puis vous pouvez changer. DeepSeek, par exemple, pour en revenir, la version initiale a été, quand on posait des questions sur place Niamien ou la politique chinoise, ils répondent à côté. Voilà. Mais comme ils ont mis le modèle en open source, tout de suite, il y a des petits malins qui ont pris DeepSeek et qui l'ont réentraîné pour répondre mieux ou différemment en tout cas. Je vais sujet. Voilà. On va y revenir. Question. Oui? C'est quoi le super alignement? Alors, super alignement, excuse-moi. Oui, c'est leur bonne question, excuse-moi, parce que j'ai supprimé un slide. C'est une bonne question. Alors, l'alignement, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, qui est, on va aligner, il y a plusieurs possibilités de réponse possibles, et un humain va dire à la machine, tu vas t'aligner. Voilà. L'alignement. Alors, le super alignement, c'est un terme plus récent qui est lié au fait, c'est une problématique. On voit des machines,
j'aurais dû enlever la phrase, qui deviennent de plus en plus intelligentes et on commence à parler de super intelligence. C'est-à-dire, c'est comme si le terme, je suis désolé, hein, moi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Moi, choisir. Le terme s'appelle super. Ou alors, il y a un autre terme qui s'appelle AGI, Artificial General Intelligence. Voilà, il y a deux mots là-dessus. On parlera lors du débat si le mot intelligence vaut la peine. Peu importe là-dessus. Quoi qu'il en soit, quand il y a super intelligence, il y a des problématiques propres qui est comment on s'assure que ces super intelligences, ces capacités de raisonnement qui commencent à quand même être assez puissantes, comment les aligner par rapport aux valeurs humaines. Donc, c'est le problème du super alignement. Et c'est un vrai problème, et on en parle juste après. Mais la slide est mal. J'aurais dû introduire un. Hein? Ça s'aligne par rapport à quelle valeur humaine? Ah bonne question. Justement, les valeurs humaines, c'est la personne qui a entraîné le modèle. Ça dépend aussi pas des concepteurs. Les concepteurs définissent les clés d'évaluation, définissent les clés d'alignement. Exactement. Bon, avant d'arriver là, les performances sont assez bluffantes tout de même. Hein. Alors, il y a des benchmarks qui mesurent les performances à résoudre des problèmes, à résoudre des questions. Il y en a pas mal. Voilà, alors celui-là qui montre les performances des IA à répondre à des niveaux des questions scientifiques de niveau PhD, de thèse, vous voyez. Et là, bon, voilà, les outils comme DeepSeek R1 et les derniers modèles anthropiques, ils sont supérieurs, ils ont une meilleure performance que l'humain, donc que le thésard, quoi, que l'expert du domaine. Voilà. Il y a d'autres benchmarks là-dessus qui se promènent là-dessus. Donc, on a quand même des machines, alors on mettra le mot intelligence ou pas, mais en tout cas qui sont capables de résoudre un scope de problème qui est très supérieur à ce que peut faire un humain moyen et même un humain expert. Voilà, on va se dire comme ça. Est-ce que c'est l'intelligence ou pas? On verra plus tard. Mais voilà. Il y a eu des choses intéressantes. Par exemple, alors comme ils voyaient que toutes les machines battaient tous ce qu'on appelle les benchmarks, les questions classiques, les scientifiques se sont dit, voilà, on va faire des benchmarks super difficiles, là, vraiment questions. Donc, ils ont fait un truc, par exemple, Humanity Last Exam. Ils ont demandé à 50 scientifiques de poser dans tous les domaines, hein, de la science, de la médecine, de la musicologie, plein de problèmes super compliqués, vraiment. Hein. Et quand ils ont sorti ça, c'était il y a quelques mois, effectivement, les langages modèles, les ChatGPT, ils arrivaient à répondre à 2-3%. Ouais, super. Un mois après, 2 mois après, 25%. Voilà. Entre-temps, il y a eu ces trucs de raisonnement. Voilà, et ça va continuer. Donc, voilà, c'est des problèmes super. Ils sont en open source, vous pouvez les trouver. Hein. Moi, je ne suis même pas capable de répondre, mais de comprendre l'énoncé du problème. Hein. Voilà, bon, peut-être pour certains, en informatique peut-être, mais pas, pas tous. Voilà. Donc, ça commence à... Et pareil en maths. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui illustrent l'effet exponentiel, ouais, au niveau des performances de ces outils. Ouais, on voit bien que là, on a des exponentiels, ça croît de manière de plus en plus rapide. Et donc, la question, c'est est-ce que ça va continuer et jusqu'à quand et comment positionner ces formes d'intelligence ou de raisonnement par rapport à celles de l'humain et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Avant de répondre à la question, juste pour vous donner un peu l'état de l'art, hein, ce qui actuellement se fait, ce que moi, par exemple, je fais dans mon travail, quand je ne suis pas en même temps, enfin, on sait faire des systèmes IA qui savent faire des recherches approfondies sur Internet, qui savent faire des synthèses approfondies, de la corrélation, qui font à peu près le même boulot, on dit, par exemple, d'un consultant McKinsey junior, voilà, ou d'un consultant qui sont un peu inquiets d'ailleurs de cette évolution. Des IA, on lui donne, on dit, je veux écrire une page web, enfin une application web avec un login. Voilà, on lui donne les spécifications de l'application que l'on veut qu'il développe. On lui envoie, il va générer le code, générer les tests, générer la documentation, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui se font actuellement. On a des IA, des CMIA qui savent résoudre des problèmes de mathématiques, on en a parlé, de chimie. Hein, on lui demande de trouver comment la synthèse de telle et telle molécule. Il va vous trouver les différentes étapes pour synthétiser cette molécule, qui donne
petit problème d'ailleurs. Enfin, voilà, au niveau éthique, c'est un peu dangereux. Donc, là, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui arrivent et qui sont pas très difficiles à mettre en œuvre en plus. Oui, créer des applications informatiques, je le dis, contrôler un navigateur pour faire n'importe quoi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un tout petit peu, on en reparlera un peu d'usage, hein. Mais de manière générale, si vous passez un certain nombre de temps, une fonction significative de votre temps sur ordinateur, à faire des recherches, à coder avec des fichiers Excel, à faire de la doc, à répondre à des mails, il y a des chances pour que une bonne partie de votre activité puisse être remplacée par des assistants. Alors, on va appeler d'abord des assistants IA, puis après des agents. Voilà, il y a des chances. On pourra en discuter si vous avez des... mais voilà, c'est à avoir en tête. Alors, juste pour introduire la section suivante, c'est-à-dire c'est de l'accélération. Donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le premier, on faisait des agents qui vont accélérer la recherche. Donc, la recherche informatique, la recherche sur les médicaments, la recherche sur, voilà. Donc, des agents, un premier qui va faire alors, on donne peut-être un sujet de recherche largement, et puis un qui va faire une recherche de la littérature, un autre qui va générer des hypothèses, un autre qui va prendre des agents qui vont discuter différentes hypothèses, d'autres qui vont générer des plans d'expérience, voilà. Et à la fin, ils vont jusqu'à publier à générer la publication scientifique au format latex qu'on peut envoyer. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais il y en a quelques-uns, c'est bluffant, hein. Tu regardes des trucs générés, ben alors, pour le moment, là où on le voit, c'est essentiellement, enfin, ce que je le vois en tout cas, c'est d'une part au niveau de l'informatique, hein, donc pour générer des algorithmes qui apprennent à générer de nouveaux algorithmes, parce que bon, c'est le domaine dans lequel les gens y vivent, hein. Puis là où il y a du pognon, c'est-à-dire enfin, la recherche médicale, la chimie. Là, on voit arriver de ces systèmes-là qui accélèrent la découverte ou la recherche de médicaments ou de molécules magiques. Voilà, ce n'est plus de science-fiction. Et les progrès sont très rapides. Voilà. Donc, transition. Pourquoi c'est exponentiel, hein? Voilà, c'est quand même la question. Si c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a des boucles de rétroaction, c'est ça que l'on va essayer d'aborder. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Enfin, c'est ma petite contribution avec la connaissance, je sais pas. Alors, il y a des choses on a plus ou moins abordées. Donc, une évolution un peu darwinienne, hein, des algorithmes. C'est assez facile de les faire muter, de changer un paramètre, de prendre deux algorithmes, de les mélanger, voilà, de les copier. Donc, on va dire des algorithmes des évolutions un peu darwiniennes. Voilà. Donc, on voit des arbres phylogéniques, hein, bref, ouais, c'est bien ça, d'algorithmes. Bon, là, j'ai pris un sur l'évolution des large language models. Bon, peu importe, on en trouve pour les langages de programmation, pour les versions de Linux. Voilà, ça, il y a des versions, ça se duplique. Il y a des environnements de programmation comme GitHub où tous les gens mettent du code open source et puis les gens vont dupliquer, vont faire une copie de ce code-là, faire une modification, éventuellement réinjecter la modification dans le tronc principal. Vous voyez, c'est vraiment un processus darwinien. Enfin, darwinien au sens que je l'ai défini tout à l'heure, quoi. On génère des variantes, des variantes qui marchent mieux que d'autres, et on les réintègre et elles sont réintégrées dans un tronc commun pour être utilisées plus tard. Bon, ça c'est des trucs classiques, enfin classiques, entre guillemets. Je décris à peu près bien ça dans les publications que j'ai faites il y a 4 ans. Donc, je ne vais pas y revenir plus que ça. Bon, c'est encore un autre exemple là-dessus. Alors, il y a des choses qui sont spécifiques aux réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est la manière moderne pour faire de l'apprentissage. Et là, ils ont des propriétés quand même assez intéressantes. Alors, les réseaux de neurones, ils ont des layers, voilà, plusieurs couches. Au début, on va travailler au niveau des caractères, des mots, et puis au fur et à mesure, les couches, c'est au niveau des phrases, des paragraphes, des concepts, voilà, de plus en plus. Et alors, ça coûte très cher à entraîner, surtout les couches basses. Il faut, est-ce que j'ai des milliards de documents, de mots. Par contre, on peut montrer l'alignement, juste les préférences qu'on veut donner au langage modèle. On appelle ça des fine-tuning. Fine-tuning, donc un ajustement, quelles sont les préférences. Donc, il connaît déjà les règles de grammaire, de conjugaison, le vocabulaire, tout le corpus, il le sait. Juste, on va changer le fine-tuning. Donc, l'exemple que je vous donne là sur DeepSeek, les gars ils ont pris la version chinoise de DeepSeek, ils ont fait du fine-tuning pour qu'ils puissent répondre correctement sur l'histoire chinoise, tiananmen, etc. Ouais, voilà, ça s'appelle du fine-tuning. Oui?
Ouais, je suis désolé. Oui, c'est Large Language Model. Large Language Model, excusez-moi, je mets un peu de mon bon, Large Language Model, c'est le ChatGPT. Ouais, ce genre de choses. Ouais, c'est des outils comme cela. Donc, pas que, ou DeepSeek, ou voilà, ce genre de choses. Désolé pour le. Hein? Ce qu'on appelle l'IA générative. Oui, c'est ça, voilà, c'est cela. Qui servent à générer les textes. Voilà. Donc, désolé pour les acronymes et mon jargon. J'ai fait. C'est toujours difficile. Ouais. Après, il y a des choses assez extraordinaires. Enfin, extraordinaires. Hein. On peut trouver un intérêt. Par exemple, vous avez un large language model qui est bon en maths, qui a été entraîné pour faire des réseaux des problèmes de maths, un qui a été entraîné pour parler japonais. Vous faites une fusion. Mais, merde, mais c'est vraiment, à la limite, vous prenez juste la moyenne des matrices, des poids dans les matrices, et vous avez un outil, un algorithme qui sait répondre à des problèmes de maths en japonais. Tu rigoles, mais c'est vrai. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est bon, non, mais c'est fou, voilà. Et c'est vraiment un merge, quoi. Il y a aucune intelligence, rien. On mélange les deux, on mélange les poids systématiques des deux. Ben, c'est parce que c'est des réseaux de neurones. Version des langues, justement. Oui, oui. Voilà. Et vous voyez, bon, c'est un exemple, mais c'est très, très utilisé. Vous pouvez faire, alors, ce genre de choses, comme quand des gens qui ont un million, enfin une dizaine de millions de dollars pour entraîner un de ces large language models depuis from scratch, qu'on appelle des modèles fondation, foundation models, il est publié en open source, certains, comme DeepSeek ou d'autres. Et puis, vous êtes sûr, le jour d'après, une semaine après, vous avez des dizaines, des centaines de variantes, des gens comme vous, moi, enfin voilà, j'ai des copains, j'ai des collègues qui le font, qui vont entraîner, qui vont fine-tuner le modèle, l'adapter à un usage particulier. Il faut utiliser comme une machine. Oui, il faut une machine, mais ça coûte, oui, mais il ne faut pas 1 million de dollars, mais ça va coûter 5, ça va coûter 3 ou 4 euros. J'ai un copain, par exemple, j'ai un collègue, un ami aussi, qui est, il est africain, il est passionné des langues africaines et de la culture africaine, et il veut diffuser les langues et la culture africaine en utilisant ce qu'il sait faire, il sait faire de l'IA. Et donc, quand il y a un nouveau modèle de Mistral, open source ou de DeepSeek, ou ce qu'il fait, il le prend et il va le réentraîner, le fine-tuner avec des bases de données sur l'histoire africaine, avec du vocabulaire africain, et il a un système qui sait répondre dans ces langages-là et avec les cultures, voilà. Et ça, des milliers de gens, il y a oui, ou des centaines de gens font ça toujours. Ouais, vous voyez, c'est un peu darwinien aussi, quelque part, dans l'approche. Alors, j'ai juste une question qui vient de quelqu'un qui est en distanciel et qui dit, est-ce qu'on pourrait venir bientôt au fascisme numérique, qui était quand même oui. marqué, plutôt que la glorification de l'IA? Mais non, mais il faut comprendre. Non, bah oui. On est bien d'accord. Non, mais c'est pas de glorification, c'est comment ça marche. Après, c'est comment ça marche. Oui, comment ça marche? Et il faut comprendre, sinon on ne comprend pas. On va y arriver. Combien j'ai de temps? Quelle heure-t-il là? Ah bah, il est... Oh, Bon, encore 2 minutes, hein, 2 minutes. Oh, j'ai un peu plus de temps, oui, bon. Des dizaines de minutes. Ouais, voilà, quand même, oui, excuse-moi. Alors, les bouts de rétroaction, ce qui arrive, c'est ça. On a des entreprises qui ont des algorithmes. Les algorithmes permettent de générer des usages, ils servent à quelque chose, et ces usages qui récupèrent de la data, et cette data permet d'entraîner des algorithmes. Donc, on a une bout de rétroaction là-dessus qui est majeure. Et vraiment, ces algorithmes-là permettent eux-mêmes, par entraînement, sans données, de s'améliorer eux-mêmes. C'est la boucle principale qui explique un peu cette exponentielle. On a plus de données d'entraînement, de plus en plus d'usages, de plus en plus d'algorithmes qui améliorent de plus en plus de données d'entraînement, de plus en plus d'usages, de plus en plus d'algorithmes. C'est la boucle principale, la boucle de rétroaction principale et le moteur principal de l'IA actuellement. Question. Oui. Donc, la date d'origine reste la même, ou est-ce qu'il y a une vraie génération de nouvelles données? Tout est basé sur les données. Oui, mais au début, ou celle que tu génères, Google, Facebook fait un nouveau service, je sais pas moi, de navigation, par exemple, là-dessus. Tu vas l'utiliser, il va apprendre, il va comparer, par exemple, le chemin
que j'ai pris, par exemple, moi, pour aller du métro jusqu'ici, et puis par rapport à ce que moi j'ai pris, il va comparer ce que moi j'ai pris par rapport à ce que lui avait proposé, et il va apprendre il va améliorer son algorithme de navigation, il va apprendre mes habitudes, accessoirement, que je viens ici, que je suis écolo, je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette boucle-là, c'est-à-dire, il va capter beaucoup d'informations sur soi et ces informations-là, les usages, les services qu'il nous rend, lui permettent de capter de la nouvelle information, de la data, et cette data-là permettra d'entraîner de nouveaux algorithmes. Voilà, c'est la boucle majeure, quoi. C'est comme ça, toute l'économie un peu de l'Internet moderne est basée sur cette boucle-là. Voilà. Pour faire ça, pour que ça marche, hein, il faut mettre en relation proche, moi j'appelle ça un catalyseur, à la fois donc la donnée qui s'accumule, okay, les algorithmes, les algorithmes d'entraînement, les méthodologies d'entraînement, un peu d'expertise et l'infrastructure de calcul. Et c'est ça qui explique qu'il y a deux manières de mettre en relation ça. D'une part, de manière très centralisée, ça se fait au sein des grandes plateformes numériques, les Google, Facebook, Meta et autres, d'une part. Et également, avec de l'open source, c'est-à-dire ils vont mettre à disposition de la data, mettre à disposition des algorithmes pour que quelqu'un, une petite start-up, un étudiant, fasse cette combinaison, hein, cette rapprochement entre les données et les algorithmes. Et puis ça va alimenter, ça va créer de nouveaux usages, ça va créer de nouveaux algorithmes, etc. Voilà. Il y en a de plus en plus qui se révoltent là. On les entend pas, hein, mais enfin, continue. Ouais. Non, mais j'ai fait le choix je pense qu'il est important de comprendre comment ça marche. Donc, après, les boucles liées, bon, voilà, bon, je vais sauter celui-là parce que c'est pareil. Il y a des boucles liées au fait qu'il y a des monopoles naturels qui se font sur la concentration d'algorithmes et de capital. Par exemple, il y a un seul fabricant au monde qui est capable de faire des machines pour faire des microprocesseurs modernes, c'est MSL, c'est aux Pays-Bas. Il y a un seul fabricant au monde qui est capable de faire des microprocesseurs récents. Il y a un seul fabricant au monde qui est capable d'assembler des milliers de GPU ensemble pour faire des modèles de machine learning, etc. Donc, c'est une concentration un peu, j'appelle ça catalytique, c'est-à-dire qu'il faut mettre au même endroit des savoir-faire du code. Excuse-moi, oui, ce que veut faire GPU. Donc, les GPU, c'est ces processeurs qui permettent de faire des calculs mathématiques. Donc, et il en faut. Oui, c'est NVIDIA. Aux États-Unis. Oui. Ce qui m'intéressait, c'est la répartition géographique. AMSL est hollandais. TSMC, ils sont taïwanais. NVIDIA, ils sont américains. Voilà. Et les autres comme coréens. Oui. Il n'y a pas. Enfin, c'est européen. Voilà. Donc, c'est c'est incroyable. C'est à la fois une fragilité, mais également un facteur d'accélération. Parce qu'au même endroit, il y a des puissants. Il faut une usine de microprocesseurs, ça coûte plusieurs milliards ou une dizaine de milliards une usine. Oui, donc voilà, c'est la magie du capitalisme qui permet de faire ce genre de choses. Mais ça signifie aussi qu'il y a une très forte interdépendance entre tous. Exactement, d'où une fragilité, absolument, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas faire la guerre jusqu'au bout. Ben voilà, c'est une très bonne conclusion. Voilà. Je les entends dire que quand on dit GAFAM, on pourrait ajouter le N de NVIDIA. Quelque part, oui. Oui. Après, il y a des. Ça va jusque loin. Par exemple, c'est la boîte, et des fois, il y a un sous-traitant qui a un savoir-faire unique. Par exemple, les seuls qui sachent faire les lentilles pour graver ces microprocesseurs, c'est une boîte allemande c'est très concentrationnaire parce qu'il faut un savoir-faire considérable. Des exemples de boucles, voilà, ce qui reprend un peu tout dessus, Google, plus en plus de ce qu'on dit tout à l'heure, plus en plus de requêtes, meilleurs algorithmes, donc plus d'utilisateurs, donc davantage de requêtes, amélioration de l'algorithme, voilà. C'est le genre de boucle de rétroaction que l'on a en pagaille. Voilà. Peut-être je vais sauter celui-là. Oui. C'est une fascination, c'est-à-dire. Oui, excuse-moi. Oui, c'est pas fascination, c'est la face. Oui, excuse-moi. On n'est pas encore au fascisme. Là. Non. Oui, là, on est sur la fascination. Je pense alors,
je prends l'hypothèse, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier pour les ingénieurs qui travaillent sur qui touchent un peu à ce genre de choses. Euh, et ça explique un peu pourquoi il y a autant une partie de la dynamique que l'on a. Je vous ai rappelé la phrase de tout à l'heure que j'ai copiée de The Power and Beauty on Reinforcement Learning. Si on voit les motivations de DeepSeek, et je pense qu'on peut le trouver dans notre entreprise, vous voyez, c'est ici, c'est découvrir les mystères de l'intelligence. Leur objectif, c'est pas faire de l'argent. Enfin, ils disent explicitement, hein, c'est pas même pas le bonheur de l'humanité, hein, c'est ça. C'est comme ça qu'ils les écrivent. Et ici, ils disent que les chercheurs chez eux, ils viennent chez DeepSeek, même s'ils seraient mieux payés ailleurs. Ce qui intéresse ces chercheurs-là et pourquoi ils récupèrent les meilleurs ingénieurs des meilleures universités chinoises, c'est pour ça. C'est attirance qu'il y a de travailler sur ces sujets-là, de toucher un peu à l'intelligence et quelque chose un peu de supralaminaire, comme bon. Supralaminaire. Je pense qu'il y a quelque chose dessus. Là, c'est une raison. J'ai pas forcément les grilles de lecture. Oui, je suis pas sociologue, etc. Moi, je le vois autour de moi, autour des ingénieurs avec qui je travaille. Moi-même aussi, j'ai un peu ça. Je pense que c'est un très bon sujet pour des gens qui ont un corpus, une analyse de sociologue. Et je pense que c'est intéressant de voir quel est le rôle des individus, des motivations intrinsèques des individus pour faire de la recherche en IA. Donc, j'ouvre la porte. Il y a des boucles, et on va bientôt finir, des boucles de la dopamine. C'est très connu. C'est comme ça que marchent les réseaux sociaux. Quand vous faites le clic ou quand votre post a été répété plein de fois, hop, vous avez un petit peu de la dopamine, une drogue du cerveau, et ça vous êtes plus content, et puis vous êtes encouragé à le faire encore et encore. Donc voilà, certains appellent ça la boucle dopaminergique. Voilà, et il y a un fondateur quand même de Facebook qui a dit nous sommes en train de détruire les fondements de la société, puisque c'est comme ça que marchent les algorithmes de recommandation avec toutes les conséquences que l'on commence à voir. Donc, pareil, c'est une boucle de rétroaction. Dans le même genre, il y a des boucles de rétroaction liées aux biais, c'est-à-dire les algorithmes de recommandation en particulier vont amplifier les biais, les préférences des différents groupes, de manière toujours pareil, à augmenter l'audience. Donc, c'est très bien documenté, il y a pas mal de livres là-dessus, je ne vais pas trop aller, des gens qui en parlent mieux que moi, mais c'est une boucle de rétroaction qui permet, alors, ça permet aux gens qui maîtrisent l'algorithme d'avoir davantage de revenus, davantage de mieux connaître, avec des conséquences majeures au niveau des liens sociaux, au niveau et des démocraties. L'IA est partout. Alors, pareil, c'est un amplificateur. Vous allez, dans quelques années, avoir l'équivalent de ChatGPT ou l'équivalent sur tous vos portables. Voilà. De plus en plus de métiers seront remplacés par l'IA. Vous aurez des assistants si vous travaillez sur un ordinateur, vous aurez un assistant pour vous aider, quel qu'il soit, à peu près. Vous aurez les ordinateurs, ces langages modèles, on l'a vu, ils traitent du texte, des images. De plus en plus, vous parlerez avec eux en langage naturel. Ils n'ont aucun problème. Traiter des images, des fichiers Excel, aucun souci. Voilà. Ils seront installés partout. Ils seront installés dans des robots, dans des objets connectés, dans des robots humanoïdes qui vont sortir pour quelques dizaines de milliers de dollars, pas forcément très, très, très cher. En tout cas, à un prix où ils peuvent remplacer un humain là où il est, puisqu'ils seront humanoïdes, donc utiliser les mêmes outils que l'humain. Si vous regardez la presse, c'est sur ce genre de choses qu'investissent les Meta, les Facebook et compagnie, sur des robots humanoïdes et qui seront capables d'écouter, de parler. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un facteur d'amplification puisqu'ils seront davantage encore plus de données, davantage d'amélioration, possibilité d'améliorer l'algorithme, connaître l'environnement. Et il y aura un Big Bang à ce niveau-là. Voilà. Les IA sont utilisées par les militaires. Ah, j'étais sûr. Oui, bah oui. En fait, même, ça, c'est un article, c'est un dessin que j'ai fait il y a 10 ans, quand j'avais observé que, quand je faisais des recherches à l'époque, on va dire sur le reinforcement learning, j'ai remarqué que presque la moitié des publications scientifiques de l'époque, quand je mettais étaient funded by DARPA, oui, financées par la DARPA ou par les agences. Voilà. Donc la moitié à peu près de la recherche il y a une dizaine d'années était financée par les agences de recherche américaines en particulier. Voilà.
Voilà. Et in fine, on voit bien leur intérêt. Donc, ils créent des variantes, ils ont financé Internet, le GPS, ainsi de suite. Donc, quelque part, un générateur de variantes, et puis un phénomène un peu darwinien, il y a, il y a le bon PhD, le bon thésard, qui a la bonne idée, le bon algorithme, et ça, d'une manière ou d'une autre, c'est récupéré par un Microsoft, par un Meta, par un Google, et ça va renforcer la puissance militaire du pays. Donc, c'est une boucle de rétroaction qui est extrêmement puissante, hein, faut voir. Et puis, elle continue, elle continue. Quand on regarde, il y a vraiment une intrication de l'IA avec le monde militaire, de façon générale. Alors, soit des financements directs, si vous suivez l'information, l'actualité, vous voyez des contrats de plusieurs milliards entre les militaires et les Microsoft, les Google, etc. Donc, financement direct, ou des boîtes spécialisées comme Palantir, dont on parlera de TIL, avec beaucoup de pouvoir, ou des boîtes qui sont spécialisées pour faire des nouvelles armes. Il y a une proximité, évidemment, il y a une proximité idéologique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, le revolving door, c'est-à-dire que les gens tournent. Des gens qui viennent de Meta ou de Microsoft, qui vont au NSA, qui vont au département de la Défense, vous voyez, là-dessus, et dans tous les sens. Donc, des gens qui connaissent qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec des algorithmes, et qui sont en position de pouvoir ou d'influencer les politiques de défense ou les politiques tout court. Exemple, Elon Musk. Voilà, on va en parler. Oui, c'est donc c'est et on voit autour de lui, il y a plein de gens qui tournent. On va se rapprocher. On se rapproche, oui, là on se rapproche. Bah oui. Parce que je vois des gens qui réagissent. Bah oui, ici, on n'a pas le droit de parler, mais là-bas, oui. On se rapproche. Et donc en fait, ce qui est en train de se faire, c'est un super organisme. Alors c'est une expression que j'ai repris de notre ami Nate Hagen. Ah oui, ça c'est un gars n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il a fait de magnifiques vidéos, si vous comprenez l'anglais, sur l'IA. Nate Hagen. H-A-G-E-N, ouais. Il a fait de très belles vidéos sur l'IA. Donc c'est un collapso, ouais, c'est le Yves anglais américain. C'est bien meilleur que moi. Et voilà, donc il considère que, enfin, et d'autres, c'est pas le seul, mais que une société humaine, c'est une structure participative, c'est un organisme qui a besoin de flux énergétiques, de flux de matière considérables, qui accumule de l'information et des moyens de se défendre, de s'adapter. Voilà. Et l'IA peut être vue comme étant un accélérateur de la dynamique, le moteur de ces structures dissipatives, dans la mesure où elle permet aux gens qui maîtrisent, qui ont les outils de développer des armes, de contrôler l'information, donc de sécuriser l'approvisionnement en énergie et en matière qui est nécessaire à faire tourner cette structure. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai présenté il y a 10 ans. Enfin, je reprends ce schéma-là, je l'ai repris il y a quelques années et je le trouve toujours d'actualité. Voilà. Donc, il y a d'autres boucles qui sont, je dirais, intéressantes, en tout cas, à prendre en compte. Donc, par exemple, l'IA ou les algorithmes, de manière générale, les IA en particulier, permettent d'entraîner plus facilement les personnes, de les former plus rapidement, alors pour de bons usages et de moins bons. Une boucle que je pense, dans les années à venir, va devenir importante, je ne dis pas bénéfique, importante, signifiante, c'est celle qui permet de comprendre, de modifier l'ADN. Il faut voir qu'un langage, on l'a vu tout à l'heure, les larges language models, ils ont été entraînés sur du texte. De la même manière, on peut, et on l'a fait, ça a été fait, on l'a entraîné sur des séquences génétiques, sur tout l'ADN. Donc, on a donné à des langages modèles tout l'ADN de toutes les espèces animales, végétales qui ont été séquencées jusqu'ici. Et tout comme l'IA apprend un peu à conjuguer les verbes, à regarder là, l'IA apprend à conjuguer, entre guillemets, les acides aminés pour créer des molécules. Par ailleurs, on sait aussi, prix Nobel de cette année de physique, de chimie, que l'IA peut déterminer quelle est la structure 3 dimensions d'une protéine, qui était jusqu'ici considérée comme étant un problème dur. On n'avait pas de début, et là, c'est le prix Nobel. Et donc, du coup, quelle est la fonction à quoi sert la molécule, quels sont les usages potentiels. Voilà. Ce genre de choses, ça va avoir un impact majeur, positif ou pas, on verra, sur l'anthropocène, puisqu'on peut modifier le code génétique
des plantes, peut-être dans le bon sens, mais peut-être de tout. Je vous laisse imaginer le genre de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui se faisaient déjà, on y reviendra, mais il y a des choses qui se faisaient. Mais là, oui, tout à fait, c'est l'accélération. Je suis dans la... Tout à fait, on est d'accord. Bon, il faut qu'on termine par le fascisme et puis après on ouvrira les questions. Oui, ben voilà. Bien entendu. Mais et on y arrive, excuse-moi, justement, à ce fascisme-là. Si on voit... et on y arrive. Quel est ces mecs-là, là, donc, on appelle c'est des liberto-féodalistes avec des différents noms. Donc, c'est Elon Musk, Peter Thiel, on les voit dans l'actualité. Là, c'était la photo, ils étaient pris lors de la prise, lors de Trump, quand le Trump a été l'investigation, l'investiture, excusez-moi. Voilà. Ces gars-là, la plupart étaient démocrates à une époque de leur vie. C'est étonnant. Pas étonnant. On peut se poser la question. Hein? Peut-être, voilà. Oui, non, mais en tout cas. Non, mais pourquoi pas? Enfin, je sais pas, on n'est pas encore à la conclusion. Mais en tout cas, une des choses qu'il faut prendre en compte, et une des hypothèses que j'aimais, et encore une fois, c'est une hypothèse, c'est que leur proximité avec les algorithmes et le pouvoir des algorithmes qu'ils ont eu de manière professionnelle, ils ont influé. D'accord, sur la manière d'être et leur positionnement politique. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, mais c'est plutôt une hypothèse que je mets. Une autre chose très intéressante à voir, alors, il y a des gens qui, des fois, ils y croient vraiment. Hein. Là, il y a Andreessen qui a dit Why AI will save the world. Il y croit, je pense. Il y croit vraiment. Il y croit. Une autre chose, il y a une interview, c'est incroyable, enfin, de Peter Thiel. Il a parlé dans une conférence de catholiques, voilà, et il croit vraiment répondre à une demande de... Ouais, peut-être. Hein. En tout cas, mais là, c'est le copain de Trump. Voilà, peut-être l'impact, peut-être ancien. En tout cas, les impacts, ils sont aujourd'hui. Et c'est un facteur d'accélération, en tout cas. Voilà. Alors, exponentielle jusqu'à quand? Oui. On va accélérer justement. Voilà. Parce que mais en fait, c'est assez simple. Oui. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a des problèmes de consommation énergétique? Alors, ça, c'est formidable. Oui, si, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Non, mais c'est un problème, oui. Est-ce que c'est des limites? Pas forcément. Voilà. Alors, je m'explique. L'entraînement des langages modèles demande des quantités d'énergie monstrueuses. Ça, c'est un fait. La multiplication des usages également fait qu'il y a encore, ça augmente encore plus vite. Hein. Le point est que les progrès sont également exponentiels. C'est-à-dire qu'on a la puissance maintenant d'un langage modèle qui peut tourner sur un smartphone qui avait la puissance d'un langage modèle qui consommait 200 fois plus d'énergie, à quelque chose de près, que, on va dire, il y a 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'améliorations et c'est pour ça que les langages modèles vont être tournés là-dessus. C'est pas que les gens ils deviennent écolos, hein, ils s'en foutent. Ils veulent mettre ces langages modèles, les ChatGPT, qui tournent partout. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'investissements pour pouvoir réduire les consommations énergétiques. Hein. Et par effet de bord, du coup, il y a des entraînements de plus gros langages modèles. Bon, on l'a vu si vous l'avez vu sur DeepSeek, par exemple, il a été entraîné, hein, il consommait à peu près 20 fois moins pour l'entraînement que les modèles OpenAI équivalents. Donc, des rapports 20, des rapports 50, des rapports 100. Voilà. Donc, moi, c'est un monstre énergétique. Il y aura, de toute façon, comme c'est lié à la défense, de toute façon, ils vont investir un pagaille là-dessus, plein de trucs. Est-ce que c'est une limite? Je ne pense pas. En tout cas, pas une limite forte. Après, on peut en discuter. De l'eau, oui, ça se recycle à 90%, donc c'est pas non plus, pas forcément un problème. Voilà. Bon. Moi, je ne compte pas là-dessus. Voilà. Après, ça serait bien. Hein. Enfin, personnellement, je ne suis pas. Est-ce qu'il y a des limites technologiques? J'en sais rien. A priori, plutôt pas trop. On ne va pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pareil, beaucoup de progrès. Il y a un vrai problème potentiel, c'est que de plus en plus, il y aura du contenu sur Internet qui aura été généré par des IA. Et donc, il y a beaucoup d'appauvrissement du contenu. Ça, c'est un vrai problème.
En contrepartie, il y a encore, ils ont quand même de l'eau sous la quille. Ils peuvent entraîner des vidéos, enfin, il y a encore, ou les techniques de, comme je l'ai montré, de reinforcement learning. Il y a quand même pas mal de simulations. Ça pourrait être un problème, mais pas dans les médias. Rupture de chaîne d'approvisionnement potentiel, ouais, ça c'est très 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 tendu. Pourquoi? Voilà, s'il y a une guerre, si Taïwan si les usines de Taïwan sont envahies par la Chine et qu'il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis, il peut y avoir des soucis, bon, potentiellement. Ah bon. Je crois. Donc pourquoi pas. Mhm. Mais de l'autre côté, on voit bien que les pays se protègent de ça. Hein. Les États-Unis, c'est quand même une priorité majeure pour eux. C'est pour ça hein, de faire venir des usines sur le territoire. Ou la France ou Macron, hein, pareil, c'est quand même un risque identifié. Et on voit que des pays comme la Chine, comme ils sont relativement autonomes, hein, et, bon, je pense qu'il y a... Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura... C'est quoi la loi de Moore? La loi de Moore, excuse-moi, c'est la loi de Moore, c'est une loi informatique qui dit que la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois. Et c'est une loi qui, jusqu'ici, est à quelque chose de près. Et donc, Moore, c'était un CEO, le patron d'Intel, il y a une trentaine d'années. Il avait donné cette loi-là et à quelque chose de près, elle s'applique. Et très régulièrement, des gens disent, oui, c'est la fin de la loi de Moore. Hein, et très régulièrement, ils se plantent. Voilà. Alors, peut-être que ça peut arriver quand même, il y a des limites, mais on est encore sur des améliorations exponentielles des performances des processeurs. Alors, régulation. Alors, ça, c'est un sujet que j'aime bien. Est-ce qu'il va y avoir des régulations? Ah, là, ça, c'est un vrai espoir, quelque part. Il y a des risques, donc il y a des régulations. Alors, il y a une grande littérature scientifique sur les régulations. Il y a sur les risques de l'IA, il y a un pagaille. Il y a eu des tentatives de régulation en Europe depuis 2 mois. On a le AI Act, European AI Act, qui s'applique. Thierry Breton, ça. Thierry Breton, merci mon ancien patron. Qui s'applique. Il y a eu des tentatives, des choses qui ont été signées dans certains États américains. Même Joe Biden avait signé un acte. Donc oui. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est un certain retour en arrière, un retour de flamme. Si vous avez suivi un peu le AI Summit, le sommet de l'IA organisé par Macron il y a 2 mois, ben, il ne reste plus rien. Hein, des tentatives, des volontés de régulation. Déjà, ça a été très peu cité, très peu discuté. Ils ont fait un texte qui était très mollasson, et même ce texte-là, mollasson, il n'a même pas été signé ni par les Américains, ni par les Chinois, ni par les Anglais. Voilà. Donc, et il y a eu Vance, le vice-président, qui a raconté jamais on fera de la régulation. Quoi, voilà. Donc, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenter, mais ça va être difficile. Alors, il y a des raisons politiques. Il y a aussi une raison un peu technique qui est le fait que le temps juridique est plus lent que le temps technologique. C'est-à-dire que l'AI Act, il a été pensé avec l'IA, avec l'été il y a 5-10 ans. Ils n'ont pas du tout pris en compte, par exemple, les larges language modèles. Pas du tout. Encore moins les agents dont je parlais. Voilà, ça n'y est pas. Donc après, ils vont bricoler. Mais c'est du bricolage et ils rajoutent de la complexité, ils rajoutent des failles juridiques dans le truc. Donc, il y a quelque chose un peu embêtant pour ça. Quoi. Alors, peut-être que les juristes pourront mieux en parler que moi, hein, mais il y a une difficulté liée sur faire du juridique sur des sables mouvants, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Après, il faut quand même tenter de le faire. Hein. C'est important. Est-ce qu'il va y avoir des réactions sociétales? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont casser les machines, du néoludisme, etc. Voilà, je pose la question. Voilà, on ne le voit pas. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas. Les gens. Alors, mon hypothèse, encore une fois, on va en débattre, hein, c'est qu'on est tellement drogué au numérique. On est tellement. Quand vous faites une commande sur Amazon, c'est des milliers, des millions d'algorithmes qui se mettent en place, c'est des milliers d'algorithmes de machine learning qui se mettent en place pour tout faire, pour la logistique, la commande, le trajet du livreur, tout. Et, c'est génial, enfin voilà. Ah, c'est génial. C'était second ordre, c'est second degré, mon cher. Alors, troisième degré. Troisième degré. Que je vois ici. Ne nous noyons pas sous les détails techniques, posons les vraies questions démocratiques. Eh bien, on y est. Ah, on y est. On y est. Qui n'utilise pas ici Amazon? Amazon, non, jamais.
Trois, ouais, ouais, bon, 50%. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais, et dans la vie? Ah non, dans la vraie vie. Non, 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 je parle. Non, mais quand on est en dehors de. Ah oui. Non, non, non. Alors, en dehors de la vie professionnelle, quoi, un peu. Ah, Ah, il y a aussi ça. Bon, allez, on avance. On avance. On avance, Alors, on avance et on y arrive. On va arriver à. On va y enfin, les arriver. méchants. Et on va les méchants. Alors, les trajectoires possibles. Alors, c'est même pas possible, ça va arriver. C'est des agents malveillants. Il va y avoir des usages malveillants de l'IA. C'est pas du conditionnel. Oui, ça, il y en a, enfin, il y en a, oui, bien sûr. Enfin, j'ai dit le futur, mais c'est du présent. On a vu le pape en doudou. Hein? On a vu le pape en doudou. Pardon? On a vu le pape en doudoune. Ah oui, c'est par exemple celui-là, oui, oui, par exemple Ah oui, celui-là, c'est voilà. une petite blague, Voilà. ça. Mais ça, c'est gentil, ça, c'est complètement malveillant. Celui-là, c'est gentil. Plus inquiétant, enfin plus inquiétant, on verra. C'est des agents qui, par exemple, qui font des attaques informatiques. Toutes les infrastructures sont quand même basées sur des ordinateurs. L'électricité, l'eau, le truc, la banque, tout. Et là, on va voir apparaître des attaques de plus en plus sophistiquées parce qu'il va y avoir des agents avec des IA qui savent raisonner, qui savent analyser les faiblesses, qui savent réagir, qui ont plein d'outils différents. Et on va voir arriver des attaques de plus en plus sophistiquées. Et on voit, je parle du futur, mais c'est des choses que l'on voit déjà. Voilà. Alors, ce qu'on ne voit pas encore, des agents biochimistes, enfin, pour le moment, on ne le sait pas, mais ces IA permettent de réduire le coût d'entrée pour faire de nouvelles molécules, pour faire des modifications génétiques. Ça réduit le coût d'entrée, donc il est très possible que des malveillants utilisent ces capacités-là pour faire des choses qui ne sont pas très sympathiques. Attaque, voilà, un peu la version du hacker, c'est attaque simultanée des infrastructures, voilà, avoir des attaques complexes. On a des agents qui savent réagir, qui savent raisonner, qui savent faire plein d'actions en parallèle. On peut imaginer des attaques infrastructures d'un pays assez chiadées. Un peu ce que tu disais, des agents qui imitent des comportements humains, la voix. Il faut, je crois, 5-10 secondes d'enregistrement de votre voix. Vous prenez l'enregistrement de ma voix, vous le donnez à un IA, il parle comme moi avec l'accent d'un Toulousain. C'est des deepfakes. ouais, c'est les deepfakes, etc. Il faut 10 secondes d'enregistrement. Donc, et lors des attaques, voilà, c'est un pagaille. Donc, les deepfakes, au niveau de la voix, des vidéos. Donc là, pareil, c'est un boulevard pour toutes les personnes malveillantes possibles. Les agents diffusant des informations clivantes, pareil, c'est pas du futur, ça y est, ça va être encore amplifié par ces capacités des agents à générer des deepfakes, de s'intéresser dans tous les processus de décision. Et là, on arrive, j'espère, un peu au fascisme. Non, mais un des problèmes qu'il y a avant d'arriver quand même au fascisme. Bostrom, mais c'est un transhumaniste, lui. Ah, si. Peut-être, je ne sais pas. Ah, mais il était directeur du département de philosophie de Oxford. Oui. Maintenant, il a été viré, mais il est transhumaniste, pas tenté. Hein. D'accord. Bah, vas-y. Alors, je ne savais pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argument du trombone que l'on retrouve quand même à droite à gauche. Je crois que c'est lui qui l'a inventé, en tout cas. Je sais pas. C'est une parabole. Hein. C'est une parabole. Qu'est-ce qui va se passer si on donne un objectif à un agent ou une IA? Donc, on donne l'objectif à l'IA de maximiser la production de trombone. Et puis, elle va prendre des actions, et puis à la fin, elle va multiplier, tout l'acier de terre va être utilisé pour faire des trombones. Il y a une très très belle vidéo là-dessus, je donnais le lien, vous la partagerez. Voilà. Donc, avec des boucles de rétroaction. Donc, c'est une parabole. Je donne cet exemple-là. Je connaissais pas, je n'ai pas vu le CV de Bostrom, donc je le changerai, je l'enlèverai. Il ne se cache pas. Hein? Il a beaucoup parlé des questions de transhumanisme. Peut-être. Bon, bah, écoute, je ne savais pas. Donc, j'apprends. Ouais, après. Bon. Je garderai la prochaine version uniquement Walt Disney et j'enlèverai la référence à Bostrom. C'est un peu ça. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'on a quand même des chercheurs qui sont très, très inquiets par ce genre de phénomène. Donc, qu'est-ce qui se passe si on donne à un agent très intelligent, à beaucoup d'outils, des objectifs, et comment garantir que
ces objectifs seront éthiques, faits dans un bon usage. Et ils sont inquiets, très inquiets de ce qu'ils sont en train de voir. Donc, c'est plus une parabole, c'est la réalité. Alors, il y a 2 ou 3 gens très connus. Yoshia Bengio, par exemple, c'est un des premiers chercheurs, c'est une carrure mondiale au niveau de l'apprentissage automatique. Il y a eu le prix Turing. Et Ça, c'est fort. oui, je crois, oui, oui, il a eu le prix Turing. Et vous voyez, il a dit qu'on observe dans les langages modèles un peu avancés les premiers signes de tricherie, de tromperie, de self-preservation, donc le système qui agit pour se protéger lui-même. Voilà. Et il garantit, on ne connaît aucun mécanisme pour sécuriser, tout garantit qu'une IA un peu intelligente, entre guillemets, n'aura pas des comportements indésirés. Voilà. Ça, Bengio le dit. Des anciens patrons de recherche d'OpenAI également font l'alarme. Ici, je sais pas, le Godfather of AI, je n'ai pas mis son nom, c'est Geoffroy Hinton qui a les prix Nobel et prix Turing. Oui. D'accord? Et il dit, voyez, qu'il y a une superintelligence, donc c'est pour prendre le mot superintelligence, could replace humans, et personne ne sait comment l'empêcher. Voilà. Donc, ça, c'est des niveaux, donc des chercheurs qui ont les meilleures sûrement connaissances et compréhension de ce qui peut se passer et qui alertent. Voilà. Et qui alertent dont je parlais, quoi, notamment cette difficulté intrinsèque de donner un objectif, de faire en sorte que l'objectif que l'on donne à une machine, puisqu'elle a cet objectif-là pour minimiser, pour le faire, n'a pas un usage dangereux, non éthique, etc. Et c'est un problème fondamental. Voilà. Donc là, on arrive au fascisme. Doucement. On y arrive doucement. Vas-y, parce que là, il faut qu'on termine bientôt quand même. Là. Ouais. Que ça fait longtemps qu'il Oui. parle. Après, l'attention diminue. Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Donc, l'exemple, je vais donner, il y a l'exemple de papier. Non, mais c'est bon, on va le faire. On va le faire. Donc, les IA, donc, parmi les trajectoires possibles, c'est des IA de plus en plus utilisées dans les conflits. Et on le voit, on le voit en Ukraine, on le voit à Gaza. Donc, je pense que vous connaissez un peu l'actualité. Évidemment, ça va s'amplifier. Une image que j'aime bien, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la mets à votre... c'est quelque chose qui s'est passé au XVe siècle en Europe, où il y a eu des rois ou des princes un peu au Portugal qui ont fait parmi les premières institutions de recherche. Donc, c'est Henri Navigateur et Jean II du Portugal. Ils ont fait venir les mathématiciens qui étaient chassés d'Espagne parce qu'ils étaient juifs. Ils les ont mis dans un seul endroit. Ils leur ont demandé de résoudre les problèmes de navigation auturière pour faire la navigation, pour envoyer des bateaux à l'autre bout du monde. Qui ont fait leur boulot. Ils ont fait des astrobales, ils ont fait des tables, ils ont fait des algorithmes. Ces algorithmes-là ont permis à Magellan, à Christophe Colomb, à Vasco de Gama, à conquérir le monde. Et in fine, a rapporté énormément de ressources, de matériaux, de richesses, d'or à l'Europe, et on a appelé ça la Renaissance. Et la contrepartie, c'était un effondrement complet d'un certain nombre de civilisations. Et c'est le genre de choses que je pense on doit avoir en tête sur l'évolution des algorithmes. Ça vaut ce que ça vaut, mais je serais content d'avoir votre réflexion. J'aime bien le terme Renaissance, et in fine, on pourrait dire Make Europe great again. Bon, t'aimes pas? Bon, d'accord. Voilà, les systèmes sociaux, il va y avoir un énorme changement des systèmes sociaux dans l'avenir avec, avec l'IA. Globalement, tous, en tout cas une bonne partie des activités où vous travaillez avec des ordinateurs, ces activités-là seront assistées dans un premier temps par des IA, voire remplacées. Donc, j'ai pris cette image-là où vous avez le gars qui bosse et puis le manager de ceci, le logiciel manager. Toutes ces activités-là vont à minima être très fortement modifiées et avec beaucoup moins d'activités de travail, d'heures de travail à exécuter pour... une bonne blague. Elle est bonne, enfin, oui, j'ai mis un peu d'humour.
Voilà, donc globalement, moins de professions traitant l'information, hein, puisque les agents IA savent très bien faire ça. Moins de contrôle, plus de contrôle par algorithme, moins de possibilités de rêve, moins de contre-pouvoir, etc. Voilà. Donc, c'est très bien de relire 1984 ou encore mieux, à mon avis, La ferme des animaux, ça donne une petite idée de ce qui est en train de se passer. Hein? N'est-ce pas, hein, n'est-ce pas, voilà. Voilà. Plus d'inégalités aussi, parce qu'il y a des gens qui contrôleront les algorithmes et qui en profiteront, et les autres qui n'en profiteront pas. Voilà. Alors, j'en finis au numérique, quand même, parce que vous l'attendiez. Là, les fachos. Ce que je vous ai montré, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui se passe aux États-Unis est absolument extraordinaire, hein, d'un point de vue. C'est-à-dire que vous avez un groupe d'informaticiens commandés par Musk qui ont récupéré énormément de données, hein, tout ce qu'ils ont pu récupérer, les paiements, les profits, enfin tout ce qu'ils ont pu. Et ils sont en train de mettre ça dans les ordinateurs et ils sont en train de former des IA. Et ils ont par exemple demandé à tous les fonctionnaires de dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine précédente. Ils vont demander régulièrement. Je suis prêt à parier qu'il y a une IA il y a un petit IA qui est en train de se faire pour voir est-ce que ce que le fonctionnaire a fait pourrait être fait par une IA et comment. Oui, c'est ça, on ne dit pas répondre surtout. Oui, d'accord, mais bon. On va voir s'ils le font, mais c'est le genre de choses qui sont en train de se passer, donc, où des IA sont en train de remplacer massivement des personnels clés, des fonctionnaires, des agents publics, etc. Donc ça, c'est quelque chose donc on avait prévu, des choses que moi je l'avais écrit par exemple il y a quelques années, et là on le voit, hein, tous les jours, une nouveauté chez Elon Musk. Donc c'est un coup d'œil numérique. Est-ce que c'est moi, j'ai appelé ça une forme de fascisme numérique. Est-ce que le mot fascisme est le bon? Je ne suis pas politicien. Hein, c'est un mot qu'on a choisi un peu. On a hésité d'ailleurs là-dessus. Je préfère totalitarisme. Totalitarisme, voilà. Bon, peu importe. Hein. Peu importe. En tout cas, on a des nouvelles formes de gouvernement, pas forcément très sympathiques, qui sont en train de se mettre en place. On a un magnifique exemple qui est en train de se faire sous nos yeux aux États-Unis. Il y a des chances pour que si on ne fait pas attention, ça arrive également chez nous, parce que les mêmes causes peuvent faire des effets similaires. Voilà. Voilà. Donc là, on est en train de le voir, hein, des IA qui pour analyser, corréler toutes les informations sous citoyens, analyser les courriers, des emails produits par les fonctionnaires, et avoir des IA qui vont optimiser le travail des différents fonctionnaires ou toutes les personnes qui sont en charge de gouverner. Voilà. C'est un truc qui est arrivé. La suite, on verra bien, mais je verrai bien que maintenant les données de Twitter, par exemple, seront utilisées pour entraîner ces modèles IA. Là serait, c'est la même personne, donc why not? Ou les données bancaires. Hein. Et il suffit qu'on donne que, voilà, pour avoir licence bancaire, il faut que vous partagiez avec le gouvernement les données, tous les paiements des concitoyens. C'est des choses qui peuvent s'imaginer. Et là, on arrivera à des dictatures, des régimes autoritaires assez sophistiqués. Et surtout, on le voit qui demandent très peu de ressources. Très peu de, à l'époque de la Stasi, j'ai mis une photo, je ne sais plus comment il s'appelle ce film-là. À l'époque de la Stasi, il y avait des millions. Voilà, il y avait des autres, non? Oui, il y avait des autres, merci. Oui. Il y avait des millions d'informateurs, c'était compliqué, il fallait faire des fiches. Et là, vous avez vu, il suffit de 30 mecs à la botte d'Elon Musk, des gens qui ont 20 ans. Bon, peut-être pas tout à fait l'équivalent, mais voilà, avec une économie d'échelle, c'est le genre de choses qui personnellement m'inquiètent plus que les risques existentiels de l'IA. Voilà. Je crois que je vais bientôt fini. Non, mais il y a une fin quand même, je te promets. La suite, je ne sais pas. Ouais, on peut lire tout de même ceux qui écrivent. Hein, déjà, ceux qui ont écrit les Elon Musk, les Zuckerberg et autres. Peter Thiel est texte extraordinaire. Il a dit, hein, je ne crois plus que la liberté et la démocratie sont compatibles. Non, Peter Thiel, c'est quand même le gars qui est très fort influenceur. Il a créé une boîte qui s'appelle Palantir. Palantir, dont le système est utilisé par certains gouvernements, par exemple l'Angleterre, mais également Airbus utilise Palantir. Donc c'est un système magnifique, c'est un système d'IA qui s'est agrégé d'informations très, très, très sophistiqué. Voilà. Et le mec, il dit, voilà. Et Palantir fait de la partie de la bande avec Elon Musk et quelques autres, donc ils partagent les mêmes idées, les mêmes objectifs. Hein? Oui.
C'est vrai. Vas-y, Oui, oui. continue. Oui, oui, c'est vrai. On continue. Le CEO de Palantir, oui, mais non, ok, je suis d'accord. Mais là, par contre, là, c'est le dernier livre du CEO de Palantir. Lui, par contre, il y a quelques mois. Hein, qui dit, voilà, il dit il faut s'armer au niveau de l'IA, et carrément, ne pas hésiter à faire de la confrontation idéologique, via le mouvement woke, voilà. Et ça, ce qui a changé, c'est que ces gens-là, maintenant, sont en gouvernement aux États-Unis. Voilà. Ouais. C'est ça qui a changé. On est d'accord. C'est quoi le CEO? Excuse-moi, c'est le patron, le PDG de Palantir, le PDG d'une boîte, ouais, Chief Executive Officer. Excuse-moi, mais je ferai me attention. permettre d'apporter un complément d'information sur Peter Thiel. Il a fait des cours à une grande université américaine, Columbia, je crois, où il est branché avec le catholicisme. Oui. Et c'est un fanatique de la vision apocalyptique au sens propre du terme. Oui. Et donc, les projets IA, transhumanistes et autres, doivent servir une apocalypse où l'ange du bien, avec la parole glaive de l'ange de l'Apocalypse, Saint Jean de Patmos, l'Apocalypse va se produire et par le transhumanisme et l'IA, on aura le prix entre les bons et ceux qui seront supprimés. C'est une théorie qui a été exposée telle qu'elle. Mais il y a dans l'interview que j'ai posée de Thiel là-dessus, que j'ai posté dans un sens précédent, en fait, quand il parle de ça, je vous conseille de le lire, ça c'est assez incroyable. Bon. Ah non, mais on est bien d'accord, c'est bien le but de la présentation. Bon, on va vous dire, et c'est vrai quand même qu'il y a des usages utiles comme toute chose, c'est un outil, l'IA est un outil, il y a des choses utiles. Il y aura très certainement des progrès de l'IA. L'IA permettra de faire des progrès en matière de médecine, en matière de santé. On peut utiliser, imaginez, ça se fait pas, utiliser l'IA pour faire des formes de démocratie un peu plus participatives, plutôt que programmer les IA pour qu'elles soient clivantes. On peut les programmer pour qu'au contraire, elles cherchent des consensus. Il y a un logiciel qui s'appelle Police, par exemple, c'est le genre de choses qui ont été mises en place par des pays comme Taïwan, qui ont progressé dans leur pratique démocratique grâce aux algorithmes. Voilà. Alors qu'il y a des livres là-dessus. Oui, un peu comme les couteaux. Voilà. Donc, toujours pareil, il y a quand même des usages et sûrement un truc qui va un élément plutôt favorable, à double sens, mais plutôt favorable, c'est des IA open source, c'est-à-dire où chacun, entre guillemets, ou plus de personnes peuvent avoir accès à ces langages modèles, à ces modèles, pour pouvoir les adapter, pour les utiliser dans les sens que l'on veut. Mais après, c'est repris parce qu'ils ont plusieurs sociétés. Oui, bien sûr. Conclusion, voilà. Et voilà. Et voilà, on y arrive enfin. On y arrive enfin, désolé. Alors, petit slide là-dessus. Oui. Moi, il y a beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes ici, vous avez milité pour le changement climatique, enfin pour vous êtes je suppose que beaucoup d'entre vous ont des années ou des décennies de militantisme sur les problématiques environnementales et oui, plus que les sunnites d'ailleurs. Oui, voilà. On peut le dire. Et alors, il se trouve, moi je trouve, il y a des rapprochements. Alors, je ne dis pas que c'est identique, mais il y a des correspondances. Et essayez, si vous commencez à étudier l'IA, les problématiques que j'ai parlé là-dessus, vous verrez des résonances, peut-être vos réflexions que vous avez pu avoir vis-à-vis du changement climatique, au niveau de la difficulté qu'il y a de convaincre, des oxymores qui peuvent se créer. Il y a quelques correspondances qui sont assez intéressantes. J'en ai identifié quelques-unes. Qui sont tenter de minimiser les conséquences. On a bien vu au changement climatique, on le voit là aussi. Les scientifiques, ils ne sont pas écoutés. J'ai donné quelques exemples. Les prix Nobel, les prix Turing, ils ne sont pas du tout écoutés. Des faiblesses des réglementations, soit parce qu'elles sont sabotées, soit parce que c'est intrinsèquement compliqué de faire des réglementations. Donc là, pareil, ça s'applique avec les réglementations environnementales. Moi, j'aime bien quand j'entends le mot IA frugale et IA de confiance, chez moi, ça réveille des termes comme développement durable ou croissance verte, c'est-à-dire des oxymores qu'on fait pour se rassurer ou pour faire du business. Donc voilà, pour faire là-dessus. Personnellement, ça me donne un peu de ticker. Ça n'existe pas. Hein, voilà,
Donc, qu'on sont clairs. Et puis, quelque part aussi, une tentation un peu Prométhée. On en parlait sur ces ingénieurs-là qui ont envie. Voilà, on est quelque part, voilà, touche, où tu parlais de la pensée très eschatologique. Ou, voilà, ça fait partie du truc. Ça fait partie. Et l'énergie, voilà. Il y a peut-être aussi des relations plus profondes aussi entre ces deux aspects, sur le fait qu'une fine, tout ça, c'est que ça permet de faire de l'ordre. L'énergie, c'est ce qui permet de réduire l'entropie et donc de créer de l'ordre. Et l'IA permet également de créer de l'ordre et des boucles de rétroaction. Bon, on va glisser ce sujet-là. Oui, c'est contradictoire avec la troisième ligne d'ailleurs, mais c'est pas grave. Peut-être, oui, bon. Oh, oui, oui. Oh, pas forcément. Bon. Dans la liste, il manque l'addiction. Pardon? L'addiction manque dans la liste pour les. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr, non, mais je suis d'accord, bien sûr. Non, mais on pourrait faire, voilà. Non, mais je donne une grille. Et puis là, c'est la dernière slide, j'ai promis. Ah, C'est la dernière. que Voilà. faire? Et après, ce que C'est j'ai ce que disait Lénine en 1905. voilà que faire, exactement. Donc là, c'est très, très personnel. Je vous avouerai que je n'avais pas fait cette slide-là, je l'ai fait dans le train parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose, que je m'engage un peu. Donc, un peu critique quand même. Bah voilà quoi. Moi je pense, et pour ça que j'ai passé peut-être un peu trop de temps, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne. Oui, Il faut oui. qu'on comprenne comment ça marche, comment marchent ces larges grands modèles. Après, quels sont les impacts, quels sont ces boucles rétroactives, pourquoi c'est exponentiel? On dit que pourquoi c'est exponentiel, je pense que c'est crucial. Pour ça que j'ai passé peut-être un peu trop de temps, mais c'est le choix que j'ai fait en préparant cette conférence. Comprendre les boucles de rétroaction. Je pense qu'on va sur des situations qui ne sont pas très sympas. Donc, il faut agir pour des trajectoires de moindre mal. Voilà, c'est une expression qui vient de Mignereau. Il faut réguler autant que possible, même si c'est compliqué. Il faut responsabiliser, donner des responsabilités aux actions. S'il y a un IA qui fait quelque chose, il faut qu'il y ait un responsable lui-même derrière ça, notamment pour la guerre. Voilà, il faut limiter, hyper important, limiter les impacts des IA de recommandation qui ont un danger absolument monstrueux pour nos démocraties. Réfléchir à de nouveaux impacts. Il va y avoir des changements majeurs sur nos métiers, sur nos activités, soit parce que c'est par choix ou parce que les compétiteurs, enfin, ça va se faire. Il faut imaginer des nouveaux moyens de travailler avec les IA, des revenus, taxer les machines, des revenus minimums, des choses sur enfin, juste, j'ouvre une parenthèse, je finis là, promis. Il y a quelques années, je m'intéressais au revenu minimum, et les meilleurs chercheurs les plus avancés sur le sujet, ils étaient à Stanford et au MIT. C'est-à-dire là où se fait cette machine, cette accélération, quoi. Et en France, j'ai pas trop, voilà. Donc les gens, il y a des mecs qui ont compris qu'il y a quelque chose à faire, quoi. On va laisser arriver un chambardement complet, ou 1%, on verra, de nos métiers. Préparons-le. Ou freinons-le, enfin, en tout cas. Et pour le moment, je ne vois rien. Ce qui me voilà, il n'y a rien dessus. S'approprier de l'IA, s'approprier. Il y a des choses qui peuvent être utiles. Peut-être une nouvelle forme de démocratie, comme police, c'est un bon truc. Peut-être davantage former les gens, acquérir des savoirs qui ont été perdus auparavant. Et bon, je pense qu'il faut que l'Europe investisse, en tout cas, qu'on ne soit pas trop dépendant de nos ex-amis américains. L'IA sert à faire la guerre. Comme la géographie. Bravo! Voilà. Merci Thierry.